Que fait Nicolas? Juste pour vous ayez ça en tête, en France, ils sont 6 à le faire. Voilà, ce travail-là. Après, bah, moi, je te propose en fait de commencer un peu avec le matériel, parce que là, vous les voyez un petit peu équipés, avec Nicolas au milieu. Et il va nous expliquer en fait bah, son rôle, ce qu'il fait, parce que vous avez compris qu'ils étaient en première ligne. Et on va commencer un petit peu par le matériel, parce que souvent vous êtes dans une réflexion, celle que vous menez en vous disant que voilà, si on n'a pas une super caméra, on n'arrivera pas à faire des images correctes. Si en réalisant, on n'a pas un budget énorme, et on en parlera cet après-midi de tout ça, on ne peut pas faire. Il va vous expliquer avec quel matériel il tourne. Et puis vous avez vu, là, il y avait des images qui étaient des images d'archives. Donc il y a des images qui étaient de M6, hein, elles étaient siglées. Et puis vous avez vu, il y a des images qui avaient des qualités un petit peu inférieures. C'est parce que juste, il n'y avait pas d'équipe à ce moment-là. Ils l'ont mis dans le film. Mais c'est des images qui ont été faites avec un des militaires et un téléphone portable. Il va vous expliquer tout ça. Alors, moi, ce que je vous propose, si François est d'accord, c'est que vous n'hésitez pas à poser des questions, sinon ça va être chiant pour nous et chiant pour vous. C'est-à-dire que c'est vos questions qui amèneront la suite. Alors, comment on travaille, hein? On travaille, nous, toujours en équipe de 3 sur le terrain. Donc là, le film que vous avez vu, il faut imaginer qu'il y avait une dizaine d'équipes sur le terrain. Ça n'avait jamais été vu, hein, autant d'équipes. Alors, c'était soit des équipes à 3, soit des personnels seuls envoyés. Par exemple, avec les forces spéciales, on avait des opérateurs qui étaient seuls, parce que les missions des forces spéciales faisaient qu'on n'envoyait qu'une seule personne. Alors, on travaille toujours à 3, un trinôme, un photographe, un caméraman et un chef d'équipe. Le chef d'équipe, donc moi, la mission que j'ai, c'est de préparer l'émission, organiser l'émission, parce qu'en fait, on passe toujours de petites opérations en petites opérations, s'occuper de la logistique, c'est un petit côté chargé de prod, quoi. S'occuper de trouver du courant pour les caméras, pour les batteries, s'occuper de trouver de quoi manger, de quoi boire, parce que c'est le nerf de la guerre, faire le suivi de toute la partie, on va dire, vraiment logistique pure. Sur le terrain, la première mission du chef d'équipe, c'est d'être le lien entre l'équipe et le commandement, et surtout de faire la protection de l'équipe. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir là sur la photo, le caméraman et le photographe ont beau être armés, quand ils sont dans l'œil dans la caméra, et ben, ils ne voient pas ce qui se passe autour. On appelle ça l'effet tunnel. Donc ça peut être la protection, ça va être d'éviter que le mec se prenne un véhicule dans la tronche parce qu'il tourne sur le côté. Donc ça, c'est pareil pour tout le monde. Et en plus, la partie combattante, c'est-à-dire que si le chef d'équipe voit un danger, c'est le chef d'équipe qui ouvre le feu en premier. Et c'est lui qui décide de faire la bascule, s'il y a une bascule à faire, de ce que nous on appelle, on annonce la caméra à terre, quoi. Ça veut dire que là, le caméraman et le photographe lâchent leur boîtier et leur caméra et basculent en mode combattant. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Alors, juste une petite seconde, je voudrais juste que tu précises un peu le matériel. C'est-à-dire le photographe, ce qu'il a. Voilà, d'accord. Alors, au-delà de ça, le caméraman, lui, travaille. Alors, le photographe, il travaille avec deux boîtiers. Là, actuellement, on a des D4S, donc il a constamment deux boîtiers avec lui. Il a plusieurs objectifs qu'il a dans le sac. Voilà. Il a toujours son ordinateur de traitement d'image avec lui sur le terrain. Le chef d'équipe a un ordinateur de transfert d'image et une antenne pour envoyer des images. En fait, on envoie des images en continu depuis le terrain. C'est-à-dire que le soir, quand on arrive, on reviendra aussi sur cette notion-là. On va faire des petits montages, on va faire des reportages photos qu'on va envoyer en continu à Paris. Et le caméraman, il travaille avec actuellement une X3. Il a une X3. Et en plus de ça, on a une AX10 ou AX25, petite caméra pour ceux qui connaissent, c'est du semi-pro, qui a deux intérêts pour nous, d'être une caméra de secours, et une caméra sur laquelle nous on a adapté des lunettes de visée nocturne. Donc c'est du matériel purement militaire, mais on a trouvé un petit système pour l'adapter. C'est les images que vous avez vues de nuit. Et en fait, c'est pour ça que vous avez ce vignettage autour, c'est que ce n'est pas du matériel qui est fait pour ça. Mais ça nous permet de travailler avec les mecs sur le terrain. Et donc le caméraman, lui, il a son EX3, son poste de montage dans le sac. En général, on a toujours 5 ou 6 GoPro avec nous qui va nous permettre de pouvoir, dès qu'on peut, avoir des plans un peu plus particuliers. Vous avez vu les plans de l'hélico, les plans qui sont pris sur les véhicules. On utilise souvent les GoPro aussi pour ça. Le X3 donc. C'est ça. Donc une caméra que vous connaissez. Ça veut dire que quand ils sont en train de tourner, l'équipement, c'est combien de kilos ça? Alors là actuellement, on travaille à 40 kilos sur le dos de moyenne.
40 kg sur le dos, ça représente le gilet pare-balles, là, à vide, pèse 18 kg. Vous rajoutez à ça les munitions, les fusils, de quoi manger pour 2 jours, de quoi boire, donc en général 3 à 4 litres d'eau sur soi, l'ordinateur, les munitions ça pèse environ 6-7 kg tout compris, l'arme elle pèse 3 kg. Donc voilà, pour information, comme vous avez vu, j'ai une tête d'athlète russe, je pèse 65 kg, c'est les 2 tiers de mon poids. Donc voilà. À porter en permanence. Ça veut dire aussi que dans la tête du photographe ou dans la tête du caméraman, ils sont en première ligne, parce qu'on parlera tout à l'heure de pourquoi ils font maintenant l'armée fait ce style d'image. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui, je lui confie ma vie, quoi. Donc ça veut dire que non seulement je vais m'occuper de ce que je vais photographier ou filmer, mais en plus il faut que j'ai une entière confiance en la personne qui surveille en fait tout ce qui se passe autour de moi, parce que je suis concentré sur mon image. Donc ça veut dire que si lui est un peu distrait, il peut se passer n'importe quoi. En fait, l'équipe telle qu'elle existe, le but du jeu, c'est que le caméraman et le photographe n'aient jamais à se poser de questions sur son environnement. C'est pour lui et pour les mecs qui sont autour. C'est-à-dire que les militaires, en fait, ils sont pas là pour faire notre protection. Vous imaginez, si un journaliste civil vient faire un sujet sur l'armée, il y a des militaires qui seront mis à ses dispositions pour faire sa protection. Le principe de nos équipes à nous, c'est qu'on ne doit pas empêcher les autres de bosser. Et il ne faut pas que le caméraman se pose de questions sur la sécurité, même des mecs qui sont autour. Donc ça, c'est mon rôle à moi, c'est de faire attention à l'ensemble de l'environnement de mon équipe. Donc je les ai toujours à vue, on travaille toujours, ils sont toujours à portée de voix au moins, pour pouvoir faire la protection et assurer leur protection tout simplement. Pardon. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu de l'ECPAD, c'est-à-dire tout à l'heure, tu nous as expliqué ce qui t'avait amené à vouloir faire ce style de métier. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu d'histoire, parce que l'histoire, par exemple, tu me racontes un peu ce qui s'était passé à l'origine à l'Hôtel Ivoire. Alors, le CPA, si on reprend bien avant, le CPA, c'est un service qui a été créé, à la base on appelait ça le SCA, le service cinéma des armées, qui a été créé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Et depuis la Première Guerre mondiale, on a toujours eu des opérateurs militaires présents sur les théâtres de conflit. Pendant la Première Guerre mondiale, ils faisaient que de la reconstitution parce que les matériels techniques ne permettaient pas d'aller au front. Dès la Seconde Guerre mondiale, on a pu commencer à envoyer des opérateurs au front. Ça s'est réellement développé après en Indochine et en Algérie. Et dans les années 70, en fait, la France n'a plus été engagée sur des conflits violents. Donc le service cinéma des armées, qui était devenu le CPA, puis le CPAD, s'est mis à faire vraiment du cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes de reporters. Il faut imaginer que les personnels du service, de l'ECPA à l'époque, c'était des appelés. C'était des gens comme vous, tous sortis d'école de cinéma, qui faisaient leur service, plutôt que de le faire dans un régiment d'infanterie, ils venaient le faire à l'ECPA. Vous avez des noms comme Lelouch, je vous donne ces exemples-là, mais qui sont passés par le CPA. Et dans les années, en 2004, en fait, c'est une période où on a eu de plus en plus d'opérations extérieures. On faisait du maintien de la paix encore à l'époque. Mais en 2004, en Côte d'Ivoire, la foule, il y a un problème de rébellion en Côte d'Ivoire. La France est présente et les ressortissants français vont venir se réfugier dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Ivoire, qui va être protégé par l'armée française. La foule qui veut en découdre va venir attaquer l'hôtel, enfin va venir manifester devant l'hôtel, pardon. Il va se passer, alors là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas les éléments et je ne veux pas rentrer dans la polémique là, mais les soldats français vont tirer sur la foule. Il va y avoir des échanges de tirs venant de la foule. On ne sait pas qui a tiré en premier, mais en tout cas, il va y avoir des tirs de l'armée française vers la foule. Les seules images qu'on va avoir de ce jour-là, c'est des images qui proviennent de la foule. Donc le commandement français s'est dit, attendez, c'est pas possible. Il faut que maintenant, à chaque fois qu'on ait des militaires quelque part, il faut qu'on puisse prouver qu'on a respecté les règles. On a un service cinéma qui est existant, qui est le CPA. Nos caméramans, photographes, réalisateurs sont pour la plupart des militaires, mais ils ne sont pas formés au combat. Ce sont des gens de l'audiovisuel, mais qui portent un treillis, mais qui ne sont pas formés au combat. Donc à partir de maintenant, on va changer la mentalité. Ce seront des combattants, des vrais spécialistes de l'image. Donc c'est cette double étiquette. Et ils seront partout. Donc maintenant, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde où il y a des soldats français qui sont engagés, il y aura une équipe derrière.
Moi, j'ai plusieurs exemples, mais ça, c'est pareil, on pourra en revenir juste après, d'images que j'ai faites qui n'ont servi qu'à une chose, c'est à prouver, enfin, apporter une preuve par l'image. Dans les différentes missions que j'ai faites moi, entre autres en République centrafricaine en 2013, il y a eu un début de génocide qui a été, enfin, il y a un génocide qui a commencé. Moi, mon équipe a été mandatée par l'ONU pour faire des images des charniers pour que le tribunal pénal international puisse monter un procès pour crime contre l'humanité. Donc là, la partie audiovisuelle était un support juridique pour le tribunal pénal international. Et ça veut dire, parce que ça, on en parlait un tout petit peu après, mais si je remonte un tout petit peu, hein, je reviens un petit peu en arrière, c'est les conditions aussi de tournage. Vous imaginez bien que avant, les tournages se faisaient en pellicule. Donc on en parlait tout à l'heure là, à la pause avec Tariel. Et Tariel, tu avais l'air de bien connaître ça parce qu'on a parlé de Schoenhofer et puis de Raoul Coutard. Et j'aimerais bien que tu nous redises ce que tu nous avais précisé tout à l'heure. Et donc, par exemple, sur Barry Lyndon, les optiques ont été fabriquées par la NASA. Mais enfin, c'est la même chose que du militaire, puisqu'on envoie des fusées, c'est toujours le même principe. Et par exemple, tout ce qui est les têtes manivelles ou les dolly, elles servent avec le bras hydraulique à monter les bombes sous les avions. Les têtes manivelles, ça sert avec les canons à suivre la DCA, les avions. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont liées à l'industrie militaire qui viennent dans l'audiovisuel. Par exemple, tous les capteurs justement de nuit qu'on commence à avoir, c'était justement pour pouvoir travailler la nuit et on l'a adapté plus ou moins aux caméras. Mais maintenant, il y a des caméras qui ont des capteurs très sensibles et qui permettent de voir justement que la nuit. Enfin, les infrarouges, enfin bref. Mais en tout cas, le structure militaire des tournages, en fait, sont assez proches, puisque de toute façon, il y a toujours un point où on est en train de tourner, et puis le reste est de la logistique. Et vous avez vu, là, la logistique est extrêmement importante, parce que s'il n'y a pas de régie, il n'y a pas de caméra, mais enfin, il n'y a pas aussi de fusil. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut considérer en parallèle. Maintenant, après, nous, quand on fabrique, on n'est pas en train de faire la guerre, on fait autre chose. Mais c'est la seule différence. Voilà. Ouais, c'est la seule différence avec aussi l'objectif en fait de ce pourquoi ils filment. Et c'est vrai que s'ils filment, on a un chef d'équipe, donc c'est vrai que toi tu es en scène de vaisseau, parce qu'en fait tu dépends de la marine. Ouais, moi je suis officier de marine à la base. Voilà, officier de marine, ce qui correspondrait à l'armée de terre, à lieutenant. Donc c'est-à-dire c'est la catégorie des officiers. Moi je pense que ça vous parle pas, mais ça veut dire que normalement dans l'armée, vous devez obéir à votre supérieur. Ce qui fait que si vous êtes sous-officier et qu'un officier, même plus jeune que vous, c'est-à-dire un jeune officier vous donne un ordre, vous devez obéir. Il y a des petites nuances en fait dans ce truc-là. C'est-à-dire que toi, sur les zones où tu travailles, quand tu travailles, tu as, un pouvoir qui est un petit peu différent. Alors, moi, en gros, nos missions, quand on est en opération extérieure, comme ça, on a 3 missions. On doit ramener des images pour la communication des armées, donc ça c'est de la com, enfin, on appelait ça, autrefois c'était la propagande, aujourd'hui, la propagande de guerre, aujourd'hui c'est de la communication. Il y a des nuances, mais c'est la même logique. On travaille pour les archives, donc ça c'est le patrimoine de la défense. Donc un mec qui se lave les dents au milieu de la pampa aujourd'hui, ça va être intéressant dans 30 ans, 40 ans, 50 ans pour l'historien, pour le documentaliste, parce que c'est un témoignage. Voilà. Donc ça c'est toutes les images qu'on fait sont archivées, aucune ne sont détruites. On a une interdiction légale de détruire des images. Et cette interdiction légale est liée à la 3e mission qui est l'image preuve. Et parce qu'on a cette mission de faire des images preuves, on est un contre-pouvoir, entre guillemets, un garde-fou. Et on n'a pas le droit, moi, de m'empêcher de filmer. C'est-à-dire que si demain j'assiste à une scène, j'en ai un exemple, je donne cet exemple-là, attention, je n'ai jamais été confronté à ça et je n'ai jamais entendu personne de mon entourage être confronté à ça, mais demain, on tombe sur des soldats français en train de torturer, personne ne pourra m'interdire de filmer. Parce qu'on a aussi cette mission de garde-fou. Donc, personne ne m'empêchera de filmer quoi que ce soit. Les images, il y a un traitement après. Vous imaginez bien que toutes les images ne ressortiront pas. Je vous donne un exemple sur le film. Vous n'avez pas vu un seul mort. Vous n'avez pas vu un seul blessé en visage. À part celui qui a eu le nez pété parce qu'il a donné une autorisation express. Mais tous les blessés qu'on voit, les morts, on ne les voit pas. Ça, c'est légalement parlant, on n'a pas le droit de les montrer. Ça ne nous empêche pas de les filmer.
on n'a pas le droit de montrer des prisonniers. Ça, c'est les conventions de Genève. On n'a pas le droit de montrer des prisonniers. Ça ne nous empêche pas de les filmer. Parce que là, on est dans la notion d'archive. Et aucun chef ne pourra jamais me dire ça, tu le filmes pas, tu le fais pas. Il y a une autre chose, c'est que dans l'armée, ça c'est un peu différent par rapport à l'audiovisuel. Dans l'armée, on dit souvent que la fonction prime sur le grade. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma fonction, j'ai personne au-dessus de moi. Il n'y a personne qui connaît mon métier. Les gens avec lesquels je travaille, c'est des combattants, c'est des chefs, c'est des logisticiens ou quoi que ce soit, mais il n'y a personne de l'audiovisuel qui connaît ce métier-là. Donc, malgré mon grade, moi, on va pouvoir me donner des ordres en disant non, tu peux pas monter dans tel véhicule ou tu peux pas faire ci, pas faire ça, mais on pourra jamais m'empêcher de faire mon métier parce que je suis, entre guillemets, le plus haut échelon de cette fonction-là. Donc ça, quand on a... moi, je suis rentré là-dedans, j'avais 26-27 ans. C'est incroyable d'avoir les responsabilités qu'on a et cette chance de pouvoir dire, bah, moi, de mon âge et de mon peu d'expérience, aujourd'hui, je suis le seul à le faire, donc personne ne peut m'empêcher de le faire. Donc il n'y a que toi qui peux décider si tes équipes tournent, ce qui se passe ou pas. Donc tout à l'heure, tu as expliqué que si effectivement ça commençait à tirer dans tous les sens, on baisse les caméras, on arrête de filmer et on se défend. Alors, je suis le seul à décider, c'est moi qui vais faire le choix à un moment de basculer, sachant que notre métier quand même, c'est de faire des images. Donc le but du jeu, c'est pas de faire le coup de feu, même si mes mecs savent le faire. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être caméraman, photographe, on est des gens de l'image. On a ce titre à laquelle on tient, nous on est les soldats de l'image, et ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut savoir que pendant très longtemps, les opérateurs de prise de vue n'étaient même pas armés. Ça a été, ça c'est plus ou moins vrai, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les opérateurs n'étaient pas armés. Des gens comme Schoendoerffer étaient armés, mais un armement léger. Aujourd'hui, pour des raisons d'intensité de combat, d'assurance, et puis même de différence de mentalité, on est armé et on participe au combat. Mais notre mission première, comme le médecin militaire qui est sur le terrain, bah, il a une arme, mais lui, son métier, c'est pas de tirer, c'est de soigner les gens. Moi, mon métier, c'est pas de tirer, c'est de faire des images. Et est-ce que tu as des exemples de moments où tu as fait effectivement ce choix-là? Ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai plusieurs exemples, hein, mais ça m'est arrivé l'année dernière au Mali où, pour vous donner la situation, on arrivait sur un village, on filmait l'évolution des unités françaises sur le village, on avait repéré, on savait, les drones qui étaient en l'air nous avaient dit qu'il y avait des gens qui se déplaçaient, qui quittaient le village, donc en général c'est que ça pue. Et en arrivant sur le village, on a un véhicule qui a pété sur une mine. Les drones ont repéré les personnes qui avaient posé la mine. Donc on est parti à leur poursuite. Et il y a eu deux groupes qui se sont détachés. Un groupe de fantassins qui était le groupe qui devait être le groupe qui devait aller au contact de ces gens-là, et un groupe appui avec des tireurs d'élite qui eux devaient suivre un peu plus en hauteur pour appuyer le groupe de fantassins. Le choix que j'ai fait ce jour-là, c'est de partir avec le groupe appui. Pourquoi? Parce que j'ai pensé image justement. Je me suis dit, si je suis avec l'infanterie, on sera trop proche, on ne pourra pas faire d'image. Et en plus, si je pars avec les appuis, je verrai les gens en bas, donc on aura les images du combat si on arrive à les choper. Et en plus, j'aurai des amorces avec les tireurs d'élite en train de tirer. Donc là, c'était une réflexion en termes d'image. Il s'avère qu'en avançant au milieu des cailloux, donc vous avez vu le décor, hein, on peut marcher sur les mecs sans se rendre compte, on est tombé littéralement sur le groupe en question. Et moi, l'idée, donc on avait 3 soldats, 3 combattants à côté de nous, moi j'étais avec mon équipe. Donc les mecs se sont levés d'un seul coup, on était à 5 mètres. Donc moi l'idée, ça n'a pas été j'ai pensé protection, et j'ai pensé à ce moment-là, il faut qu'on se dégage pour pouvoir filmer. Donc j'ai fait mettre caméra à terre dans la foulée, on a levé nos armes et on a reculé en tirant. Bon, ça n'a pas duré longtemps, on n'avait pas pu faire d'image parce que les mecs n'étaient pas nombreux. Mais voilà, donc là c'était un choix de vie et un choix aussi de se dire, mais attends, là je suis au contact, c'est-à-dire que dans tous les cas je ne pourrais pas faire d'image. Donc le but du jeu pour moi, c'est de pouvoir appliquer des feux pour protéger mon équipe, protéger les personnes avec lesquelles je travaille, qui sont les militaires. Parce je suis militaire aussi, donc à un moment c'est des copains avec lesquels on passe 4 mois, quoi. Et donc j'ai fait appliquer des feux par mon équipe pour se désengager de ce contact-là. Sachant que nous, contrairement aux soldats qui étaient avec nous, eux, leur idée c'était de monter à l'assaut. Moi, mon idée c'était justement de me reculer un peu pour pouvoir me remettre à tourner. Et on n'a pas eu l'occasion parce que en fait, on a fait sauter on a fait arrêter le combat assez rapidement.
Et toi, pareil, dans cette idée-là, tu n'as jamais été confronté à un problème qui pourrait être que des choses se passent devant toi, je sais pas, je veux dire n'importe quoi. Vous êtes des soldats, on est d'accord, vous êtes missionnés par la France, on est d'accord, mais vous êtes aussi tu parlais de camarades, donc vous êtes aussi des êtres humains. Donc ça veut dire que, imaginons que, je sais pas si tu as déjà été confronté à ça. Alors, on y va. On m'a jamais censuré. Mes images ont déjà été classifiées, mais on m'a jamais demandé d'arrêter de filmer sur le terrain. La seule fois où j'ai été amené à arrêter de tourner, c'est moi qui ai demandé d'arrêter de tourner. Je vous explique. On était en République centrafricaine. Ça faisait 2 mois qu'on était dans un pays qui s'entretuait, donc avec des charniers à la machette. On assistait à des choses assez horribles. Et on est arrivé dans un village, et là, il y a un mec qui est arrivé, qui s'est mis à macheter devant nous à tout va. Et on a fait prisonnier ce mec. Et donc il y a eu 3-4 morts dans les 2 minutes où il a eu le temps de le faire son truc. Et mon caméraman est en train de filmer. Il y a un des soldats français qui le chope, un vieux soldat, et qui lui met une torgnole. Et il y a un de ses copains qui lui tape sur l'épaule en disant attends, il y a les caméras derrière. Je reconnais que j'ai fait baisser la caméra. Le mec s'est repris une droite et j'ai fait remonter la caméra. Voilà. C'est moi qui ai fait ce show-là. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut pas faire ça. Le mec il s'est pris une claque, mais voilà. C'est un moment, on est tellement engagé là-dedans que le but du jeu pour nous, et c'est aussi mon rôle moi de chef d'équipe, c'est que ça je l'ai fait une fois. Je vous dis pas que j'en suis fier. Je vous dis pas que c'est quelque chose que je referai automatiquement, parce que tous les théâtres sont différents. Maintenant, on reste. Le problème que peut-être que nous on aura par rapport à un journaliste civil, mais c'est aussi moi un truc qui me plaît, c'est qu'on est impliqué complètement dans ce qui se passe. Quand le soldat français tombe, l'exemple, là, on a eu quand même pas mal de pertes. Quand on a un militaire français qui tombe, c'est quelqu'un avec lequel j'aurais passé 2 semaines avant. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui porte le même uniforme que nous, qui subit les mêmes contraintes que nous. Donc on est impliqué. Ça va créer une proximité, une proximité réelle au niveau des images, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi de les filmer tout le temps. C'est des gens qui doivent nous faire confiance. Donc dans leur moment de pause, dans leur moment un peu, voilà, cette proximité nous permet de faire des images que personne ne pourra faire, mais ça nous met aussi dans cette situation où nous, on n'est pas objectif. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que c'était un film institutionnel. On est d'accord. Moi, je travaille pour la communication aussi des armées. Et je le sais, je l'ai signé, c'est un choix. Raconter une toute petite anecdote. Donc le jour où cette mine pète, nous on était cachés derrière le véhicule et c'était la section avec laquelle on venait de passer 2 semaines. Donc les mecs qui étaient dans le véhicule, qui ont été légèrement blessés, c'était des gens qu'on connaissait bien. Une semaine après, la colonne en question avec laquelle on est, qui sont toujours les mêmes mecs, va sauter sur une autre mine, posée pareil. Moi j'étais dans le véhicule devant et mon caméraman était dans le véhicule juste derrière. On a filmé, donc là les mecs qui étaient dans le véhicule ont été un peu plus amochés, et le pilote du véhicule, lui, a craqué en fait. Il s'est mis en sortant une fois qu'il a été évacué juste un petit peu en arrière, donc il s'est mis à pleurer tout ce qu'il pouvait. Mon caméraman a choisi de le filmer. Il a fait le choix aussi de ne pas le filmer de face. Donc on a juste en fait l'image, c'est juste un autre soldat qui lui passe les mains dans le dos et voilà, il pleure. Quand on est rentré la veille de notre départ pour la France, cette même section est venue nous voir en nous demandant de voir les images. Et en fait, ils nous ont remercié de ne pas avoir fait des images de face, mais ils nous ont remercié d'avoir quand même filmé, en disant, nous, voilà, c'est notre quotidien et on veut que ces choses-là soient montrées. Et je leur avais posé la question, est-ce que si un journaliste à ce moment-là était arrivé pour vous filmer, comment vous auriez réagi? Et ils m'ont dit, bon, on l'aurait viré, c'est notre peine à nous, mais vous faites partie de la maison, vous êtes avec nous. Je ne suis pas sûr que ces images-là seront jamais utilisées pour la communication. Bien sûr, on ne va pas montrer un soldat français en train de pleurer. Ceci étant dit, c'est des images qui, dans 30 ans, 50 ans, seront un témoignage de ce que ces mecs-là ont fait. Et moi, c'est une chose qui me plaît. Donc cette proximité, j'ai vraiment du mal avec ce mot, cette proximité, moi, elle me plaît. Par contre, elle implique aussi que je vais me retrouver à des moments à devoir faire un choix dans ce que je filme, et il faut toujours que je prenne ce recul-là nécessaire pour me dire, attention Nicolas, il faut que tu témoignes. Donc il ne faut pas que... Là, j'ai fait baisser la caméra. Je m'en serais voulu si je ne l'avais pas fait remonter tout de suite après. Et c'est vrai que là, ce qui soulève, le problème qui soulève,
En fait, moi, ça fait partie des questions que je me suis toujours posées. On l'a pas en fiction, mais on peut se poser cette question-là en reportage ou en documentaire. C'est quelle va être là, en fait, la limite de ce qu'on veut filmer? Moi, je pars d'un principe, c'est que un journaliste, il y a une déontologie. Je pense que pour un opérateur, il y en a une, mais c'est à soi-même de se la faire. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on n'est pas obligé de filmer des choses qu'on n'a pas envie de filmer. Alors après, c'est compliqué parce que dès que vous placez une caméra, dès que vous choisissez un axe de prise de vue, et je voulais en reparler avec toi tout à l'heure, bah, il y a déjà un parti pris. Lui, c'est vrai qu'il y a une dualité dans sa tête parce que effectivement, c'est des camarades. Effectivement, à la différence d'un tournage, bah, ils risquent leur vie tout le temps. C'est clair. Ils sont en première ligne, bah, comme leurs camarades. On n'a pas ça dans nos tournages, nous. Donc il y a une vraie réflexion à mener ici. Et moi, je trouve que c'est bien ça. Et de se dire, même en étant militaire, même en ayant une hiérarchie, même en ayant une conscience, je peux aussi choisir ce que je veux faire. Ça me plaît bien, moi. Alors ça, c'est pas pour moi, mais c'est une des autres équipes. Donc en Centraf, on était 2 équipes de l'ECPR en même temps. Il y a eu un accident un jour de véhicule, un véhicule qui s'est retourné et le mec qui était sur le dessus du véhicule est mort. Le caméraman était là, il était seul à ce moment-là. Sa chef d'équipe était à un autre endroit. Et il a filmé les mecs en train d'essayer de le réanimer. Et donc, il a filmé la mort de ce soldat en direct. Et il s'avère que ce soldat, c'était sa première opération extérieure. Et le, le père de ce soldat était militaire. Et c'était pour le coup sa dernière opération extérieure. Il était aussi sur le théâtre. Il a filmé le moment où les chefs ont décidé de prévenir le père de le faire venir. Et après, il est parti, donc il n'a pas filmé la réaction du père. Le soir, on a parlé avec ce caméraman qui m'a dit ce que j'ai fait aujourd'hui, je m'étais toujours posé la question est-ce que je le ferais. J'étais toujours persuadé que je le ferais. Je l'ai fait, mais je ne pourrais plus jamais le faire. Ces images-là, elles ne m'apportent rien. Je n'aurais pas dû filmer. Personne ne m'a empêché de le faire parce que je faisais partie de la boutique. Mais plus jamais je veux être confronté à ce show-là. Je ne filmerai plus la mort d'un soldat français. Je peux pas. Parce que j'ai retravaillé sur les images après, et parce que là, je pense que j'ai été trop loin dans ma démarche. Et c'est un caméraman, faut imaginer, à l'époque, il avait 43, 44 ans, quoi. C'est quelqu'un qui était au service cinéma des armées depuis les débuts. Et donc, il a dit, bah là, je peux plus. Cette image-là, j'aurais pas dû la faire. Je- Elle est là, elle existe, mais voilà, plus jamais je ferai ces images-là. C'est quand même étonnant parce que ça veut dire quand même dans leur travail, et c'est ce qu'a dit en plus Nicolas tout à l'heure, ça veut dire quand même leur mission. Après, ils sont dans la communication. Donc c'est vrai qu'on est de la communication de l'armée française, donc de la France, donc de la grandeur de la France par rapport à d'autres pays. Mais en même temps, il y a quand même ce choix-là, quoi. Donc il y a quand même une partie dans sa tête où on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Je le filme, je le filme pas. Donc je suis militaire, je dois témoigner de choses, donc il y a une partie un petit peu d'histoire, un petit peu de choses. Vous savez, l'armée, c'était quand même avant la Grande Muette, quoi. L'armée, elle était quand même réputée pour justement faire ce qu'il appelait tout à l'heure, et c'est un bien grand mot, parce que c'est pas tout à fait le mot juste, mais j'en trouve pas d'autre, pour faire de la propagande, donc de la communication au sens très large du terme. C'est-à-dire que l'armée française, elle est grande, elle est la plus forte, et on est capable de se défendre, et puis attaquez-nous, et on sera là. Et en même temps, il y a le truc, c'est que bah, une guerre, bah, ça fait des dégâts, ça brise des vies, c'est pas un truc cool. Donc c'est vrai que dans leur tête, je pense qu'il y a ce mélange de tout ça. Il y a la partie je dois témoigner, la partie je travaille quand même pour l'armée, et la partie de mon travail qui est de faire des images. Parce que c'est vrai que ce qui les éclate, c'est comme pour vous, j'espère, c'est de faire des images, d'être sur un truc qui est un petit peu actif, avec d'autres contraintes, parce que eux, j'oublie pas, qu'ils ont à chaque fois l'idée de pas pouvoir, enfin, d'être pas sûr de revenir sur un tournage. On n'a jamais ça en tête, quoi. Donc il y a quand même une belle différence. C'est vrai qu'un tournage, on le fait le mieux possible, mais on risque pas sa vie, à part quelques exceptions près, pour des cascadeurs, pour des choses comme ça, pour les bébés, on en parlera cet après-midi. Mais autrement, non. Et ça, moi, je trouve que il y a quand même ça à avoir dans sa tête. Et je trouve que juste pour ça, après, on pense qu'on veut de l'armée, mais ces mecs-là, ils sont quand même là pour ça, quoi. Et dans la démarche qu'il y avait de l'armée récemment, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on va les défendre, mais on va peut-être aussi défendre nos intérêts. Mais enfin, je vous rappelle qu'il y avait quand même du terrorisme en France, et que même s'il y avait des intérêts économiques derrière, il n'y avait pas que ça, quoi. J'ai déjà 2 questions. Y a Allez-y, n'hésitez pas.
est-ce que je travaille toujours avec le même caméraman et le même photographe? En fait, non, parce que on a un vivier. En gros, à l'ECPA, il y a 8 photographes, tous militaires, et il y a 15 caméramans, dont 13 militaires, sachant que les civils ne partent pas en opération. Mais on a besoin de civils aussi, des civils de la défense. Après, aujourd'hui, moi, les caméramans et tous les caméramans et tous les photographes, je suis amené à travailler avec eux tout le temps. Et comme je suis leur supérieur hiérarchique, je m'occupe d'eux tout le temps. Donc quand je suis en France, je vais faire des entraînements, je vais faire des tournages un peu plus classiques avec eux, parce qu'on continue à approvisionner Enfin, on fait des films institutionnels, quoi. Et c'est des gens que je connais bien. Alors après, par exemple, les 2 fois où je suis parti en République centrafricaine, à chaque fois, j'ai eu le même caméraman. Mais c'est un hasard. C'est-à-dire que ça dépend des disponibilités, ça dépend de la vie des uns et des autres, ça dépend des mutations. On se connaît bien. On a aujourd'hui, chez ce qu'on appelle nous les itinérants et dans les équipes, on a un véritable esprit de corps. C'est-à-dire que bah, moi, la plupart des mecs, ils viennent bouffer à la maison régulièrement, quoi. Mais je peux être amené à travailler avec un caméraman, un photographe différent à chaque mission. Et je vais même plus loin. On a des systèmes d'alerte où on est mis en alerte sur un certain temps s'il se passe quelque chose. Et je peux découvrir que je pars. Le matin, j'arrive au boulot, on me dit ce soir tu pars. C'est ce qui est arrivé pour la Centraf la première fois. On m'a dit à 15h, tu as un avion à 18h, tu pars. Et là, j'ai découvert l'équipe avec laquelle je partais. Même si c'était des gens que je connaissais, je ne savais pas qui serait mon équipe avant qu'on me dise tu pars. Ça répond à ta question? C'est vrai que Nicolas, il a fait deux grandes missions, celle qu'on vient de voir, et puis Centrafrique. Hein, Et un passage en Afghanistan. Il y a un passage en Afghanistan. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, mais je pense que c'est ta question. Je t'ai vu, je crois, pratiquement à chaque fois que tu es revenu. Il y a une mission, je crois que c'était Centrafrique, si je ne me trompe pas, la deuxième, voilà, où je l'ai vu revenir dans un état pas cool. Voilà, je pense que c'est ta question, c'est ça? Alors, je pense que la question va plus loin et en fait, c'est assez intéressant. Alors, on n'a pas toujours des SAS, ça dépend des missions, mais en effet, normalement, on a un SAS qui nous permet, on va avoir des psys, on va se détendre et qui va nous permettre de faire la bascule. Donc, c'est 2-3 jours avant d'entrer en France où on est sorti de la partie militaire, on va nous écouter parler et tout. Les équipes filment quand même à ce moment-là. Et ça, c'est la complexité, c'est souvent ce que je dis à mes petits camarades militaires, c'est que le soir, mais c'est la question, elle pourrait s'étendre sur le terrain. Quand on arrive sur le point où on va se poser, pendant que les mecs, eux, vont nettoyer leurs armes, se reposer avant de repartir, les équipes vont continuer à travailler. Parce qu'il faut traiter les images, il faut les envoyer. Donc, et pareil quand on est dans le sas de décompression. Le moment où nous, on est au sas de décompression, il faut aussi qu'on filme ça. Donc on va profiter de ce sas, mais on a cette obligation parce que c'est le seul. On n'enverra pas d'équipe extérieure faire des images. En plus, ça n'aura aucun sens parce que les mecs qui sont dans un sas de décompression, s'ils voient arriver des gars qui ne connaissent pas avec leurs appareils et leur boîtier, ils ne seront pas acceptés. Nous, on aura été avec les mecs sur le terrain. Donc au moment où on fait ce sas où justement on va tous se détendre, tous faire baisser la pression, on va être obligé de filmer. On va être obligé de filmer parce qu'on va s'obliger à filmer. Et que ça, c'est hors de question qu'on ne filme pas ces moments-là. Même si on sait que ces images ne seront pas utilisées parce que, enfin, utilisées pour la com directe, parce que c'est pas, on montrera pas des militaires en mode descente, quoi. Mais on en revient toujours à cette chose-là. Pour l'archive et pour l'histoire, il est important de faire ces images-là. Et ta question, mais je voulais l'aborder après, mais on va le faire maintenant. C'est vrai que quand moi, je regarde un peu, parce que comme vous, et vous avez les actualités, et vous entendez qu'un soldat français a été tué, je suis toujours surpris par son âge. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les militaires, c'était des gens qui avaient de l'expérience. Il y avait le service militaire, j'ai fait le service militaire. Et on ne le voyait pas, là, sauf pendant la guerre d'Algérie. Et encore, c'était pas tout le monde. C'est le dernier conflit, la C'est guerre le d'Algérie, conflit, voilà, où on des- envoyait moi je l'ai pas connu, hein, mais où on envoyait des troufions qui faisaient leur service militaire en Algérie, et encore, sauf erreur de ma part, quand on les envoyait en Algérie, on ne les envoyait pas au front. Là, on se retrouve des fois, moi, quand j'entendais l'âge des soldats, 20 ans, 21 ans, 23 ans, 25 ans, je me dis c'est marrant parce qu'on envoie en fait au casse-pipe, parce que c'est ça que ça veut dire, des gens qui sont pas forcément très expérimentés. Et je me dis que la guerre, ça s'apprend,
et que je comprendrais plus qu'on envoie des soldats d'une trentaine d'années ou d'un truc. Donc c'est vrai que là-dessus, l'armée a vraiment changé. Je sais pas si tu veux dire un truc. Alors, non, mais ça, c'est le contexte de travail. On est une armée professionnelle aujourd'hui, donc c'est une armée où les gens s'engagent volontairement. Ils vont avoir une formation professionnelle, on va prendre le temps de les former parce qu'on sait qu'il ne reste pas que 18 mois comme un appelé. Et qu'aujourd'hui, pour faire la guerre, comme je vous disais, contrairement à. Il faut des jeunes, il faut des gens qui aient la patate. Parce que actuellement, on pèse aussi lourd que le chevalier du Moyen-Âge. Pendant la guerre d'Algérie, on était à 10-15 kilos sur le dos, donc vous imaginez la différence. Donc il faut des gens jeunes. La seule nuance que je mettrais, c'est qu'aujourd'hui, l'encadrement, tu auras toujours autour d'eux des gens qui ont de l'expérience. Chez moi, à l'ECPAD, on n'enverra jamais une équipe avec 3 jeunes. Avec 3 personnes, c'est la première opération. C'est impossible. Donc on va avoir des gens plus ou moins âgés, mais c'est vrai que la plupart des soldats, il faut imaginer, là vous avez tous entre 20 et 25 ans à peu près, je pense. Un petit peu plus pour les plus vieux, mais c'est pour la plupart des soldats qui partent et qui font la guerre sont plus jeunes que vous. Après, ça veut dire que l'armée, les techniques de combat ont aussi évolué et que l'armée utilise du matériel où il y a une technologie un petit peu différente et que, a priori, d'un point de vue technologique, ils sont bien formés avant de partir. Moi, je disais ça par rapport à l'expérience et par rapport au conflit. C'est vrai que la France n'a pas eu beaucoup de conflits entre, tu me dis si je me trompe parce que je ne suis pas champion là-dessus, entre la guerre d'Algérie et puis. En fait, entre la guerre d'Algérie et l'Afghanistan, il va y avoir Ouais, c'est ça. des opérations à l'extérieur de maintien de la paix. Mais on a redécouvert la guerre en France. Enfin, on a redécouvert Oui. le conflit, le fait de partir dans un pays pour aller faire la guerre avec l'Afghanistan. Donc c'est vrai qu'on envoyait beaucoup moins de personnes. Vous avez des questions à ce stade-là? Ah, il y en a une derrière. Oui. Donc ce film-là, c'est 300 heures de rush récupérées. En fait, déjà, avant même l'histoire de Final Cut, il faut savoir que moi, c'est pas moi qui suis à la base de ce projet. On m'a demandé de faire ce film. Donc, voilà. J'avais 2 valideurs. Le chef de l'opération, le général Barriera, dont on parle dans le film, qui a eu la particularité en plus, c'est comme ça que c'est à cause de ça que le film a été fait. À la fin de Serval, il a rendu son commandement, il commandait la brigade, mais il a rendu son commandement, et il est devenu, dans la foulée, numéro 2 de la DICODE, qui est la cellule de communication du ministère de la Défense. Ceci entraîne cela. Et donc les 2 valideurs, c'était la DICODE en termes de communication, donc le général Barriera, qui lui avait fait l'opération, et l'état-major des armées en termes d'opérationnel. Donc l'état-major des armées me disait oui ou non par rapport aux images, du style, on avait mis des images d'une explosion à un moment, on nous l'a fait retirer en disant ça, on ne faut pas la mettre, parce que, enfin voilà, faut pas la mettre. On avait mis des images d'un camp. On nous avait dit il ne faut pas mettre cette image de camp parce que ça peut montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans la partie opérationnelle. Donc eux, ils avaient un Final Cut complet là-dessus. Ils pouvaient me dire, ils me disaient non. Ils m'ont pas trop embêté, pour être complètement honnête. J'ai eu la possibilité de mettre à peu près ce que je voulais. Et après, la partie communication, eux, m'ont un peu plus fait chier. Et c'était eux qui décidaient à la fin si ça passait ou pas. Dans le commentaire, on m'a demandé de réécrire beaucoup de. Je vais vous dire, pour être complètement honnête, moi, ce film qui devait pas sortir à la base, pour moi, si je devais avoir une autocritique sur ce film, il y a 2 choses qui m'ont emmerdé dans la réalisation de ce film et dans le produit final, même si c'est un film dont je suis assez fier quand même. C'est que, je le trouve trop technique. C'est-à-dire je parle trop, on m'a demandé de parler des régiments. Bon, à un moment, je trouve qu'on parle trop de tel régiment, tel régiment, tel régiment, tel régiment. Ça apporte pas grand-chose à votre compréhension. Je pense que vous, ça vous a pas touché et ça n'avait pas intérêt pour vous. Mais ça, c'est un truc qu'on m'a imposé. Pareil, on m'a demandé de réécrire certains passages. Donc ça, c'est au niveau du commentaire, pour que ce soit plus positif. D'accord. On parle de défis tout le temps. Bon, ça, c'est des choses qui, moi, Bon, j'aurais aimé être un petit peu plus factuel et moins rentrer dans ce côté un peu grandiloquent. Et pareil, on m'a imposé la séquence finale. La séquence finale, dans le film initial, elle n'existait pas. Ça se terminait sur le plan, sur
le soldat qui est dans le véhicule, dans l'avion qui se pose, et en plus c'était un gamin, quoi. Il avait une tête de gamin, il avait les traits complètement tirés, et ça se terminait juste sur une image où il retirait son casque, il le posait, et on le voyait mettre sa main la main entre ses jambes. C'est une image qu'on va faire tirer. On le voit rapidement, mais voilà. Donc là-dessus, je suis pas, pour le coup, il y avait un véritable contrôle. Une fois que j'ai dit ça, on m'a quand même laissé relativement libre, c'est-à-dire que j'ai eu deux validations, j'ai pas eu de validation à l'écriture, donc on m'a fait confiance en disant bah tu écris ton texte et puis après on reverra s'il y a des choses qui vont pas, mais j'ai pas eu quelqu'un qui a réécrit mon texte, ce qui peut arriver dans les armées. Non, j'ai été relativement libre là-dessus. Mais attends, excuse-moi. Il y avait une question aussi derrière. Ouais, mais juste 2 secondes. Ça veut dire quand même, par rapport à ce qu'il dit, que voilà, tout ça me choque pas beaucoup, parce que dans la mesure où dans un film, on va aussi le retravailler, on va essayer de le rendre le plus intéressant possible et puis mettre en valeur un peu ce qu'on fait. C'est du film de communication. Moi, ce qui me gênerait, c'est si effectivement, dans les grands événements, je sais pas, par exemple, la France avait perdu la bataille et puis on fait croire qu'elle l'a gagnée. Donc c'est enjoliver les choses, et c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que sinon, quand vous choisissez une lumière, un cadre ou des comédiens, c'est aussi pour mettre en valeur les personnages que vous voulez faire. Donc ce qu'il dit, moi ce que j'en retiens, mais ce n'est que moi, ça veut dire que, et ça c'est quand même assez surprenant, ça veut dire qu'en fait, à part 2, 3 petites nuances, comme un producteur qui va dire ah, j'aime pas ton truc, là tu changes ça, en fait il est libre. C'est ça que moi qui me surprend vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, alors on lui fait confiance, mais on va pas trop intervenir sur le contenu. C'est normal qu'on mette en valeur ce qui a été gagné dans les trucs, donc ça me gêne pas beaucoup. Je rajouterai une chose, parce que ça, ceux en troisième année peut-être plus, mais j'ai fait des stages en JRI. Entre autres, j'avais fait un stage à Reichshofen dans l'Est, dans une régie. Et on faisait des petits reportages, c'était pour la chaîne locale. Voilà, on faisait trois sujets par semaine, un magazine tous les 2 semaines. Et en fait, j'ai découvert que donc, la régie, c'était une régie, ça s'appelait régie d'électricité, et dedans, il y avait la petite chaîne de tournage. Et le conseil régional nous appelait tout le temps en disant, vous voulez valider, il nous disait tout le temps, ça vous le mettez, ça vous le mettez pas. Donc, et en parlant avec des copains qui sont maintenant dans les médias et dans les journaux, on sait que quel que soit l'endroit où on sera, il y aura malgré tout toujours un contrôle. Surtout si vous pensez, pour ceux qui, par exemple, voudraient se tourner vers le reportage et le journalisme, que vous allez être libre, avoir une vraie liberté, c'est faux. On peut avoir sa propre liberté, on peut trouver une liberté dans ce métier-là en choisissant un média ou un autre, en choisissant de partir seul ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui regardera votre travail et qui vous dira ça passe, ça passe pas. Une question. J'ai vu aussi là. Alors là, ce qui s'est passé, en fait, on est plusieurs officiers, il y a un vivier de caméramans, un vivier d'officiers. Là, des chefs d'équipe à poste, on est 6 sur l'ensemble des armées. Après, on va envoyer des chefs d'équipe qu'on appelle de circonstance, c'est des gens qui vont passer chez nous, avoir une formation rapide et qu'on ira chercher si on a un besoin. Mais de base, on n'est que 6. Là, pour une opération comme celle-là, c'était assez inédit. Il faut imaginer que, en gros, le 7 janvier, on appelle le CPA en disant il y a une équipe qui part. Dans la journée, l'équipe partait pendant elle partait directement au Mali avec le premier avion. Il y a une deuxième équipe qui a été prévenue dans la journée en disant elle va partir dans la semaine. Il y a une troisième équipe qui a été envoyée à l'endroit où le fameux guépard, donc les images on voit dans la neige. Voilà. Donc là, on est chacun responsable de notre équipe, sachant que toutes les images, elles ont été faites s'il n'y avait pas d'idée de faire un film à la fin. Le but du jeu, c'est de ramener de l'image. Parce qu'on avait cette matière et parce qu'on avait eu aussi que la fin était plutôt heureuse pour nous, puisqu'on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés, on s'est dit qu'on allait faire un film. Et après, on est allé récupérer la matière de chaque équipe. Sachant que dans tous les cas, le CPA, à chaque fois qu'une équipe part à l'étranger, qu'elle soit de la marine, de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ou de l'ECPA, parce que le CPA c'est un service qui regroupe toutes les armées, toutes les images vont revenir chez nous pour être archivées. Ça répond à ta question? Il y avait une autre question là? Alors, c'est un métier qui est extrêmement fatigant. Oui, de base. Sur le terrain, c'est le cadreur qui monte. C'est le cadreur qui monte sous la valide du chef d'équipe. Le chef d'équipe, en fait, va s'occuper de tout ce qui est transfert d'images, toute la partie antenne et lien avec Paris.
Mais en général, c'est toujours le caméraman qui monte. Ceci étant dit, on travaille à 3, donc à un moment, on essaie aussi de faire en sorte que l'équipe, elle tienne du début à la fin. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de demander à un de mes cadreurs, là, tu es épuisé, tu vas te coucher, je m'occupe du montage, et puis on verra après. Bah, ça, c'est l'intérêt de savoir aussi. Alors ça, pour le coup, je vends un peu le produit, hein, mais c'est aussi l'intérêt que moi m'a apporté 3IS, même par rapport à d'autres chefs d'équipe, c'est que faire du son, je sais en faire, monter, je sais faire, cadrer, je suis cadreur de formation, je ne m'attendais pas à me retrouver à ce poste-là à la base, hein, c'était le métier de cadreur qui m'intéressait, contre l'avis d'ailleurs de François, qui m'a poussé à devenir officier. Voilà, au final, il avait raison. Je l'ai pas poussé à rentrer dans l'armée, hein, c'est pas ça que je suis en train de Non, dire. non, Je dis, si tu rentres dans l'armée, il vaut mieux que tu sois officier que sous-officier. non. Mais oui, oui, dans tous les cas, c'est un métier fatigant, mais justement parce que dans tous les cas, le soir, les mecs, pendant que eux se reposent, bah, nous, il faut qu'on monte les images et qu'on les envoie. C'est pour ça que c'est un métier qui impose d'avoir une certaine forme physique. C'est pour ça qu'on a la chance et la possibilité, nous, moi, quand je suis en France, bah, je fais du sport. Le matin, ma journée, elle commence par faire du sport. Je fais 1 à 2 heures de sport parce que j'en ai besoin pour tenir dans la durée. Puis après, c'est comme pour tous, hein. Là, Serval, pendant les 10 jours de la Drare des Iphoras, il faut savoir qu'on a tous perdu entre 15 et 20 kilos. Non, non, elles se sentent vulnérables de la même façon que les autres. Je pense que pour un mec à 30 mètres en plein contact, il fait pas la différence entre nous et les nôtres. Par contre, là où nous, il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est souvent avec les populations ou dans les moments où on est sur par exemple, du maintien de l'ordre, du maintien de foule, comme on a beaucoup fait en République centrafricaine, où on avait des foules hostiles face à nous. Là, la caméra, elle va exciter, souvent. Là, on a notre statut de caméraman, de photographe, elle va exciter. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire reculer mon dispositif image parce que je sentais qu'en fait, on allait foutre le bordel parce que les mecs nous voyaient les filmer et on sentait la pression. Mais au combat, pas du tout. Euh, non, ça, je l'ai jamais ressenti. Après, je peux pas te dire si la balle qui m'a sifflé à l'oreille tel jour, elle a été faite pour moi ou pour la caméra. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Je pense pas. Là, le dernier mort qu'on ait eu chez nous, c'était en 2012 en Afghanistan et c'est un attentat. Donc, tu vois, il n'y avait pas de volonté de le tuer lui particulièrement. Après, la différence, c'est que si on fait pas attention, bah, nous, on va rester un peu plus longtemps debout, généralement, alors que les autres seront couchés, parce qu'il faudra que, bah, à un moment, on fasse l'image au moment où ça se passe. Mais je ressens pas j'ai jamais ressenti une agression particulière du fait de la caméra. Par contre, j'ai ressenti je pense avoir énervé à certains moments à cause de la caméra. Et je profite de ta question parce que je pense à quelque chose ici. Et c'est vrai qu'avant la guerre, se faisait entre militaires. Donc ils avaient chacun leur uniforme. Là, ce qu'il vient de dire me fait penser à ça, c'est que dans une population de civils, le danger peut venir de n'importe qui, hein. L'ennemi, hein, il n'est pas identifié, il est en civil. Et ça, c'est une vraie particularité. Et c'est pour ça que par rapport à la guerre, on va dire moderne, parce que vous n'étiez pas né, mais moi je me souviens de la première guerre presque diffusée en direct, hein, c'est la première guerre du Golfe. Diffusée en direct. Voilà, On a attendu que les journalistes arrivent pour lancer ça. la guerre. Et c'était vraiment étonnant parce que c'était pas l'image de la guerre qu'on avait. Là, ils ont affaire, quand ils sont dans un endroit ou quand ils vont aller déloger des talibans ou d'autres, c'est les mêmes que la population civile. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Dans Gao, là, les combats du 21 février, la difficulté, c'est qu'il faut être sûr que le mec sur lequel on va tirer, quand le motard est arrivé, il faut être sûr que ce soit bien un djihadiste. Dans la Drare des Iphoras, c'était un peu différent et c'est aussi pour ça que Serval a été particulier pour tout le monde. C'est que dans la Drare des Iphoras, c'était une zone interdite. Tout ce qui était à l'intérieur de la zone était du méchant. Et il n'y avait aucun doute, dans tous les cas, tout ce qui était dans la zone était du méchant. Donc pour le coup, on se rapproche plus des conflits tels que l'Indochine ou l'Algérie. Maintenant, la République centraf, on boit le café, on a bu le café avec un mec un jour, on faisait la guerre contre lui le lendemain, et vice versa, quoi. Et c'est très particulier. Et si vous avez vu American Sniper, si je me trompe pas, c'est ça, oui, je me trompe pas, parce que les titres, j'ai du mal. Vous avez ces scènes-là avec le sniper et le petit gamin qui se balade dans la rue, vous savez, où a hésité. Et effectivement, dans votre tête, vous avez ça quelques dizaines de secondes. Et je fais quoi? Si je tire pas, je mets en danger mes camarades. Si je tire, je risque de tuer un civil. Et forcément, à l'époque actuelle, je pense qu'il y a ça dans la tête de ceux qui sont dans cette situation-là.
Avant, on avait affaire à un militaire, on tue un militaire, c'est pas grave ça. Alors, en fait, dans les armées, au niveau de la com, tu vas avoir la partie image, enfin sur le terrain, et la partie presse. C'est des officiers communication. Je suis pas officier communication, moi, c'est des officiers communication, c'est le métier. Donc eux, leur métier, c'est d'accueillir la presse. En fait, pour un journaliste, vous avez deux choix sur un conflit. Soit vous partez seul, avec les risques que ça impose, mais vous êtes complètement libre. Soit pardon, vous demandez à l'armée de vous encadrer, vous êtes in bed, et à ce moment-là, vous êtes protégé par l'armée, mais par contre, vous avez aussi les contraintes que l'armée fait de vous ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si elle dit bah, là, vous irez pas, vous y allez pas. Ça a un avantage et un inconvénient dans les deux cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des grands reporters, des Dorothée Olyric, les Patricia Lémonière, voilà, tous ces gens-là, vont bosser un peu en solo et feront beaucoup d'in-bed. Parce que parce qu'on les connaît, parce qu'on travaille avec eux. Voilà. Donc je travaille régulièrement avec des journalistes, mais je ne travaille jamais en direct. C'est-à-dire que moi, je vais les croiser à la temps de communication, au moment où on va prendre un petit café avant de partir sur le terrain. Mais je n'ai pas de rapport. Serval, la particularité que Serval a eue, c'est que dès qu'on a commencé à partir dans le Nord, il y avait zéro journaliste. Donc toutes les images qu'on a vues des combats dans le Nord, il y a des images qui ont été diffusées sur les télés, c'est des images qui viennent de chez nous. Excuse-moi, mais ça n'a pas un peu changé parce qu'il y avait quand même, il y a eu quand même pas mal de journalistes enlevés, ce qui veut dire que ça amène un peu de choses par rapport à l'État français. Il n'y a pas eu plus de contrôle là-dessus? Alors, il n'y a aucun contrôle de la part de l'armée en plus. Un journaliste qui veut partir seul, il part seul. Par contre, maintenant, il y a un contrôle de la part des rédactions et des assurances. C'est-à-dire que pour un journaliste, maintenant, partir, s'il n'est pas embed, c'est plus difficile parce que les assurances refusent d'assurer. En fait, jusqu'à il y a quelques années, un journaliste, il avait la liberté de la presse, il avait sa carte presse, et même s'il prenait des risques importants, et voilà, il n'était pas une cible privilégiée. Aujourd'hui, un journaliste qui se fait enlever ou qui se fait shooter, c'est une victoire directement pour le mec d'en face, parce que justement, on parle de conflit, on n'a pas une armée en face de nous. Donc, euh, il y a très très peu de journalistes et de rédactions actuellement qui laissent partir des journalistes seuls, sans encadrement de l'armée. Ce qui pose une vraie question, alors là, moi, je vais peut-être me faire c'est peut-être pas ce que je devrais dire, mais ce qui pose une vraie question aujourd'hui sur une certaine forme de liberté de la presse, peut-être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les médias nous demandent d'encadrer les journalistes. Pour des histoires d'assurance, en fait. Et pour la petite histoire, moi, les seuls problèmes, les médias, on travaille avec eux tout le temps, on les voit tout le temps. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Enfin, c'est un double échange, hein. Nous, on a besoin qu'ils parlent de nous, et eux, ils ont besoin qu'on les accueille et qu'on leur permette d'aller à l'avant. Les seuls problèmes que j'ai eu avec des journalistes, ou les seuls problèmes qu'on a pu avoir à l'armée française avec des journalistes dernièrement, c'est souvent des jeunes sortis d'école qui pensent qu'ils vont sauver le monde et qui ne respectent pas certaines consignes de sécurité qui sont très simples. Et là, il y a un an et demi, il y a une photographe qui a été tuée en République centrafricaine, par exemple. C'est quelqu'un, moi je l'avais croisé plusieurs fois, on s'entendait bien, on avait pris des verres ensemble, c'était une nana plutôt chouette. Et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec elle où elle me disait je pars dans le Nord. J'ai fait mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est un coupe-gorge, tu vas te faire. Elle fait non, mais il faut que j'y aille, c'est là-bas où ça se passe, tout ça. Et c'était juste ça la discussion, hein. Un mois après et demi, elle était morte, quoi. Donc c'est des. Enfin, il faut que les journalistes puissent faire leur métier, mais là actuellement on a quand même cette problématique que le journaliste n'est plus protégé par son statut. Alors, nous, on a un entraînement en combat qui est quand même bien moins important parce que le fantassin, lui, son seul métier, c'est le combat. Moi, je vais avoir. Déjà, mes mecs sont toujours en tournage, donc ils s'entraînent tout le temps. Quand ils ont des temps libres, ils ont la possibilité matérielle de s'entraîner au niveau du visuel. On les envoie souvent en formation, que ce soit à l'INA, au Gobelin ou même à l'école des métiers de l'image qui est à l'ECPA. Et pour la partie militaire, c'est justement les chefs d'équipe qui organisent régulièrement des séances. Donc ça va de la séance de soins, on va faire des rappels, c'est nous qui allons le prendre en charge, voilà, ou on va passer par des centres pour faire par exemple du secourisme au combat. Et puis on va tirer régulièrement, on fait ce qu'on appelle de l'instruction au tir de combat, où là on va travailler d'abord on va faire travailler chacun sur du tir, sur du combat pur, comment se positionner, comment utiliser son arme, voilà. Et puis on va essayer d'organiser des séances. Moi, avant chaque départ, j'organise au moins une semaine où l'équipe va travailler en caméra à boîtier photo et armement pour pouvoir travailler justement sur des fondamentaux. C'est comme pour tout, hein, on appelle ça du drill, hein, c'est de la répétition de phases d'action. Voilà.
où on fait du parcours d'obstacles en caméra, et puis à un moment, on bascule en armement pour pouvoir travailler. Donc ça nous prend peu de temps dans l'année, contrairement à un combattant ou un artilleur ou un mec du génie ou quoi que ce soit. Mais on a quand même ces phases importantes où on va pouvoir réellement s'entraîner. Oui. Alors, l'exemple du nettoyage de maison, il est bien parce que c'est un exemple où en fait justement on rentre pratiquement dans les premiers pour l'image preuve. Tu vas avoir un premier groupe de combat qui va rentrer, un trinôme, et tu vas avoir les 3 premiers, tu vas avoir le caméraman, le photographe en général reste dehors, et le chef d'équipe qui a l'arme à la main et qui rentre. Donc dans ce genre de cas, on va filmer. Oui, mais ça, on va dire, c'est le but du jeu, c'est qu'on ne soit jamais embêté par le lieu et qu'on ne dérange pas non plus. Donc il y a des endroits où on ne pourra pas, mais c'est un choix qu'on fait. On a des contraintes obligatoirement. Un truc très simple, le point de vue qu'on prend nous à la caméra. Vous verrez, on n'est jamais face aux gars, par exemple. On est toujours derrière eux, toujours sur le côté. Mais ça, c'est parce que c'est le terrain qui commande, quoi. Euh, Là, sur les images que tu vois de la sortie du véhicule à Gao, au moment où les mecs sortent, bon, tu sens qu'il y a un moment où il bouge un peu. Bon, bah lui, avec le X3, est quand même une caméra qui nous permet d'aller à peu près partout, qui a qui est assez mobile, qui est très ergonomique. On a peu de soucis avec ça. Mais oui, bien sûr. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est inhérent à chaque tournage, enfin, en fiction, tu vas pas choisir un endroit où tu peux pas tourner. Nous, on sait que si jamais à un moment on peut pas rentrer, ben on rentre pas et on reste derrière, quoi. Euh, Moi, je me mettrais pas en danger pour une image. Je me mettrais en danger pour des images, mais pour juste aller faire un plan, ça va, quoi, on reste derrière. Il n'y a pas de souci. Il y avait une question par là. Il y en a deux, hein, mais vas-y. Je pense que je commence de plus en plus à savoir le faire. Je sais pas si ça répond. Je peux pas te dire autrement que je pense que j'arrive de plus en plus à pouvoir le faire. Maintenant, le problème qu'on a, et on parlait tout à l'heure de SAS. Nous, actuellement, il faut savoir que là, sur la trentaine de mecs qui partent, là, cette année, on va avoir un gros turnover au niveau du service. On a entre un tiers et une moitié de personnel qui quitte, soit parce qu'ils sont mutés, soit parce qu'ils posent la casquette, parce que les 5 dernières années, il y a eu un engagement qui était très important. Et que les psys qui nous suivent, parce qu'on est suivis, on est tous suivis. Là, actuellement, je pense qu'il y a un bon tiers qui commence à fatiguer réellement au niveau mental. Et les psys disaient, bah, la difficulté que vous avez, c'est que sur le terrain, vous avez peut-être un peu de recul parce que vous avez cette distance qui est due à l'objectif. Par contre, le soir, vous allez travailler sur vos images, vous rentrez, vous retravaillez sur vos images, c'est-à-dire que il n'y a jamais de rupture. Moi, les images des charniers de Bangui, je les ai filmées, et après, il a fallu les monter, et puis après, il a fallu les commenter devant une commission. Ouais, ces images, je ne veux plus les voir, quoi. Aujourd'hui, je commence à prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Il y a peut-être un peu dû à l'expérience, peut-être un peu aussi, ouais, peut-être un peu plus de maturité aussi, à dire, ouais, stop, ça va, c'est que des images. Là maintenant, mon métier, c'était sur le terrain, j'arrête, je prends le recul. Il y avait, ouais. Ça, c'est mon rôle à moi, justement de faire en sorte que mon caméraman n'aille pas devant. Bah oui, parce que oui, ça existe. Il est dans son image, il y va, il y va, il y va, et puis il se rend pas compte. Ça, c'est mon rôle à moi d'avoir toujours le recul nécessaire par rapport à eux, pour que jamais, enfin, pour pouvoir les retenir. En plus, la plupart de mes caméramans et mes photographes sont des espèces de chiens fous complètement passionnés par leur métier, qui sont complètement grillés du cerveau. C'est des malinois, il faut les tenir rênes courtes, hein. Mais c'est les caméramans de l'armée, hein, Ouais. pas les autres, hein. Non, non, mais si, ce problème-là, il existe. Mais chez les caméramans civils, enfin chez les reporters civils aussi, hein, je sais pas si vous connaissez, merde, euh, grand photographe français, bon, je ne plus de son nom, un grand reporter de guerre, un grand photographe de guerre, euh, qui disait, moi au même titre que le militaire, je suis accro à la guerre. Et je fais ce métier parce que je suis accro à la guerre. Je suis passionné par l'image, mais on retrouve les mêmes symptômes chez les grands reporters, hein. C'est un symptôme, à un moment, c'est de l'action, c'est de l'adrénaline, on est emporté par ce qui se passe. La chance que nous on a, c'est que moi justement, je peux me concentrer non pas sur l'action, mais sur mes mecs.
et qu'eux, ils peuvent se concentrer sur l'action. Donc on a ce travail, mais qui dans une section de combat va exister aussi, parce que le mec, on va le laisser, on va lui lâcher les rênes justement pour qu'il aille à l'avant, et puis il aura un chef de groupe qui le retiendra un peu, et derrière un chef de section qui le retiendra encore un peu. Donc on a ces différents garde-fous, et dans l'équipe, c'est moi le garde-fou pour empêcher mon mec d'aller trop loin. Il y a plein de questions là. Oui, bah, pardon, j'étais oublié. Vas-y. Ouais. Alors, la question, elle est assez complète. Nous, quand on parle de communication, en fait, on va envoyer en continu, et je reviendrai vraiment sur le sens de ta question. On envoie en continu de ce qu'on appelle des bandes d'éléments à l'état-major à Paris. Donc, c'est des pré-montages de 2-3 minutes sur une action. Euh, et l'état-major à Paris, eux, auront deux choix, soit de faire à partir de ça des montages pour, pour l'interne, pour les soldats, mais aussi toutes ces images-là sont validées à Paris et après sont diffusées sous les formes de bandes d'éléments aux médias pendant 30 jours gratuitement. Tous les médias ont accès à un serveur sur lequel ils peuvent venir se procurer les images qu'on a. Généralement, ils ne vont pas les utiliser sur des reportages précis, mais ils vont les utiliser en disant, par exemple, c'est le journaliste sur le plateau qui va dire au Nord Mali, l'armée nous a envoyé des images, l'action de l'armée française est à tel point, tel point, tel point. Donc pendant 30 jours, nos images sont visibles gratuitement et en temps réel, hein. C'est-à-dire que toutes les images du nord de la DRA ont été utilisées pendant les combats. L'image où on voit le mec qui se lève avec sa mini-mi et il y a son chef qui lui dit fais-la chanter et il tire, cette image elle est passée sur toutes les chaînes de télé, mais le lendemain matin. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, elle a été diffusée. Ce genre de film, il n'était pas amené à être diffusé sur les télés. Il s'avère qu'il a été diffusé. La grande surprise, c'est qu'il a été diffusé et puis racheté. C'est pour ça que nous on a décidé de l'emmener dans le festival. En fait, ça dépend des projets qu'on a. Je vous donne un exemple. On travaille en continu avec la DICODE qui a un créneau sur LCP pour faire ce qu'on appelle le journal de la défense. Donc c'est des reportages, des magazines qui sont diffusés chaque mois, estampillés ministère de la Défense. Donc c'est LCP dit voilà, c'est le ministère de la Défense qui a ce créneau-là et on fait des reportages. Donc là, on est clairement dans la communication externe. On a après tout ce qui est réseaux sociaux, Web TV, Web TV de la Défense, donc on est plus vers l'interne, mais c'est ouvert au grand public. Et après, on a des films, à la base, ce film-là devait être pour ça, qui devait être des films compte rendus pour l'interne, qui n'avaient pas vocation à être envoyés à l'externe. Ça répond à ta question? Alors, il y a plein de questions, pas là. Alors, je suis militaire. Je suis militaire, mais comme 70% des militaires, je n'aurai pas de retraite particulière. Comme la plupart des militaires, contrairement à ce qu'on pensait, sont contractuels. Moi, j'ai des contrats. Là, j'ai un premier contrat de 4 ans. Je suis renouvelé jusqu'à 2021, donc j'ai un deuxième contrat. C'est l'armée qui décide de me garder ou pas. Il faut imaginer que l'armée, c'est une structure pyramidale. Des lieutenants comme moi, on a besoin de plein. On a besoin de moitié moins de capitaines. Moi, et encore moitié moins. Donc, on est la plupart des militaires, depuis la professionnalisation des armées, sont des contractuels. Pour bénéficier d'une retraite à jouissance, enfin avoir une retraite militaire, comme on parle de la retraite militaire, il faut minimum 22 ans de service. 22 ans de service, ça paraît pas grand-chose parce que quelqu'un qui commence à 20 ans, 20 ans, ça lui donne 42 ans. Mais pour la plupart des gars, en général, ils ont quitté l'armée avant. Donc j'ai un statut de militaire, d'officier. J'ai les mêmes avantages que tous les militaires, la carte de transport à 75%. Et puis après, j'ai tous les inconvénients des militaires, hein. J'ai pas le droit de faire grève, je ne m'appartiens pas, j'ai pas de... je demande l'autorisation pour partir en vacances, j'ai pas le droit de partir à l'étranger dans certains pays, puis voilà. Et puis il peut être amené à partir en mission n'importe quand. Voilà. C'est vrai qu'avant, les militaires avaient une retraite à partir de 15 ans de service et ils étaient engagés en contrat, l'équivalent d'un contrat à durée indéterminée. Maintenant, on est plutôt sur des petits contrats courts, pour les raisons qu'il vient de dire. En fait, à part pour un militaire, un sous-officier pour se faire activer, il faut qu'il attende 10-15 ans pour avoir le droit de demander à passer d'active. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il passe des concours et tout ça. Et chez les officiers, il y a un tiers des officiers qui sont de carrière, parce qu'ils ont fait les grandes écoles. Donc, pour ceux qui connaissent, un circuit de Quidan, l'école navale, l'école de l'air. Et les deux autres tiers sont des contractuels. Tout le temps. Tout le temps.
Hier, je me suis occupé d'envoyer une caméra à l'équipe qui est actuellement sur Barkhane au Mali parce que bah, ils l'ont pété. Moi, j'ai eu des boîtiers qui ont été cassés. On a eu en Afghan, on a eu une de nos caméras qui a été traversée de part en part par une balle. Au niveau des rushs, euh, un jour, on avait un sac qui était sur le dessus du véhicule. Le véhicule a frotté, le sac est tombé, le véhicule d'après a roulé dessus, tous les rushs ont été perdus. Bon, ça arrive tout le temps. Le problème qu'on a, c'est qu'on essaie d'éviter. On part toujours en général avec deux EX3, une qui reste en caisse et l'autre avec nous. Et puis voilà, mais ouais, on a une consommation de matos qui est énorme. Et ça nous pose problème actuellement parce que on travaille entre autres avec le X3. Que le X3 pour l'instant n'a pas trouvé de caméra qui donnait cette qualité-là d'image et qui ergonomiquement parlant était aussi intéressante pour nous. Là on a récupéré les C300 qui sont censés être le successeur de l'EX3, sauf que en termes d'ergonomie et de solidité, c'est une daube complète. Donc pour l'instant, on les emmène pas sur le terrain, mais on est en train de petit à petit de consommer toutes nos caméras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 3 caméras, on arrive à en faire une, quoi, parce qu'on va récupérer, on va vampiriser d'un côté et de l'autre. Mais non, il y a énormément de casse. Là, sur l'équipe qui est partie sur Barkhane, donc au Mali, il y a un mois, on a déjà dû leur envoyer un boîtier, donc un D4S de rechange. Et hier, on leur a envoyé une nouvelle caméra, quoi. Sachant que nous, comme partout dans l'armée et partout dans la fonction publique, on a des budgets qui sont limités. Donc on se débrouille. Là, on vampirise pour arriver à. On a des services techniques qui assurent pas mal. Et on a des petits géotrouve-tout qui passent leur temps à essayer de réparer, rafistoler. Voilà. Mais on travaille quand même là en limité. Mais ouais, il y a beaucoup de casse. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup de casse humaine. Parce que quand tu galopes dans les cailloux, bah, à un moment, le boîtier, ça tape. Parce que quand tu rentres dans un véhicule à toute vitesse, tu poses ton EX3 où tu peux, et puis tu as le mec qui vient juste derrière avec son truc de munitions qui le balance dans le véhicule, ça va casser. Ça arrive régulièrement. Un peu trop régulièrement à mon goût. Il y a des raisons objectives de casse, hein. Nous, bah ouais, on a un budget de fonctionnement, mais parce qu'en fait, le CPAD est un établissement public. C'est un statut particulier qui a des ressources propres. Donc on a un budget pour l'audiovisuel, mais c'est pas un budget audiovisuel, on va dire, pour la partie opération extérieure. C'est pour notre pack de caméras. On a tant qui est alloué chaque année pour le renouvellement ou pour l'achat de nouveaux matériels. Je pourrais pas dire ce qu'il représente, parce que je le sais pas, tout simplement. Mais c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, mais en gros, tout ce qui est partie opérationnelle, c'est l'état-major des armées qui va nous allouer de quoi acheter du matos. Et puis la partie audiovisuelle, voilà. Pour savoir, hein, moi actuellement, je suis équipé à 60% avec du matériel personnel acheté quand je parle d'équipement militaire. Mes tris, mes chaussures, mes machins, c'est moi qui me les achète. Il y avait une question par là tout à l'heure. En fait, c'est l'ancienneté. Moi, là, pour l'instant, je me bats justement pour qu'elle ne s'arrête pas. Contractuel, ça ne veut pas dire que je peux renouveler, ça veut dire qu'on a le droit de me renouveler. Il faut que les mecs en face me renouvellent. Donc je me suis battu pour pouvoir être renouvelé pour aller jusqu'à 2021. Là, le prochain objectif dans ma vie, c'est de passer 2021, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, dans 2021, c'est fini pour moi l'armée. Sachant que, par exemple, sur ma promotion de recrutement, il y a 50% qui ont sauté l'année dernière. Et il y aura 25% de ces 50% qui sauteront en 2021. Donc là, demain, elle peut s'arrêter. Voilà, moi je suis pas carriériste, enfin je suis pas rentré dans l'armée pour faire une longue carrière. Je reconnais qu'aujourd'hui, de façon, parce que je vieillis aussi, parce que je commence à avoir des responsabilités familiales et voilà, si je pouvais rester, même si je quitte le terrain, ça m'irait bien, parce qu'en plus c'est un milieu qui me plaît et que je pourrais être amené aussi à avoir des responsabilités dans l'audiovisuel militaire. Là aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est passer 2021. Voilà. Après, toutes les carrières sont différentes. On a des gens qui sont de métier, on a des gens qui sont des anciens sous-officiers, on a des gens qui sont engagés, qui ont arrêté au premier contrat. Voilà. Ça répond à ta question? C'est une super carte de visite. Il faut savoir une chose, c'est que comme je vous le disais, alors je vais commencer par un truc, le réseau. Il faut savoir que dans la plupart des productions de Paris et des grandes productions, les anciens, c'est des gens qui sont passés par le CPAD parce qu'ils avaient, ils avaient fait leur service là-bas. Au niveau reportage et au niveau journalisme, c'est des gens que les médias aiment bien parce qu'au niveau assurance, ils sont plus facilement assurés parce qu'ils ont une vraie expérience du combat.
Et enfin, au niveau des réalisateurs directs de la place de Paris, il y en a beaucoup qui viennent de chez nous, parce qu'il y a une certaine rigueur qui est demandée. Au-delà de ça, moi, la plupart des tournages où vous allez trouver un mec qui a fait son service, un mec qui a fait un passage. Pff, tous les techniciens du début de la nouvelle vague sont passés par les services cinéma des armées. J'exagère, hein, c'est pas tous, mais c'est une grosse partie. C'est pas difficile. Alors, attention, comme pour tout le monde, il faut se recréer un réseau. Là, la difficulté, elle est là. Il faut arriver à actionner les bons leviers. Voilà. Maintenant, moi, chaque année, on a 2, 3, 4 personnes de chez nous qui partent dans le civil. Donc ce réseau, il s'entretient aussi. Donc tu appelles des copains, est-ce qu'elle passe du côté de chez toi, qu'est-ce que tu fais, machin. On a des gens qui font de la fiction, on a des gens qui travaillent en grand reportage, on a des... Enfin, moi, je vois sur les 5 ou 6 dernières années, je vois des gens qui travaillent à peu près dans tous les milieux. Et comme pour tout le monde, c'est difficile, mais parce que dans tous les cas, c'est un milieu difficile. Après, la plupart des gens, j'en connais pas un seul qui a changé complètement de voie en quittant l'armée. Et ceux qui ont changé de voie, c'est parce qu'ils avaient envie de faire autre chose. Personnellement, je ne suis pas sûr que le jour où je quitterai l'armée, j'aurai envie de faire du grand reportage, par exemple. Mais ça, c'est une volonté personnelle. Si je veux en faire, il suffit que j'aille taper à la porte des chaînes de télé, et même si ça ne veut pas dire que je serai pris, j'aurai une carte de visite qui est une vraie carte de visite, et qui est reconnue encore. Je trouve que les médias civils, en réalité, sont très tièdes par rapport à l'armée. Assez étonnamment. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, il y a pas d'esprit critique très fort. C'est ni gentil ni méchant. Je sais pas pourquoi. Il y a pas de. On n'est plus à l'époque de l'antimilitarisme à la française. Enfin, aujourd'hui, tu regardes dans les sondages, la population française est plutôt favorable à l'armée. On a, sans risquer de dire qu'elle est vraiment positive, on n'a plus. En gros, c'est les pourcentages, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, j'en sais rien, mais on sait qu'on est à 83% d'opinion favorable. Et je trouve que ça se ressent dans les médias de façon très simple. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de. Ce que les médias montrent n'est pas méchant. Il y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y a non plus un esprit très critique, quoi. La presse écrite, pour le coup, je vais avoir sur les journaux, je vais avoir, je trouve qu'il y a un esprit beaucoup plus critique et beaucoup plus juste sur l'armée que en tout cas dans la presse audiovisuelle. Mais je pense que c'est un peu pareil pour tout, hein. C'est moi ce que j'appelle un peu le syndrome BFM, mais c'est rien de péjoratif parce que à un moment, certains d'entre vous bosseront pour BFM ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, dans le news, tu fais pas trop de. T'as pas un regard très poussé. Et je sens pas un. Vous allez entendre parler d'histoires de viol, ouais, d'un seul coup là, les médias vont s'en emparer, mais c'est logique, c'est le jeu. J'ai pas de. Je trouve pas qu'il y ait un regard qui soit très. Je sais pas comment le dire, qui soit très poussé sur l'armée. Non, mais c'est l'époque actuelle, c'est que l'époque actuelle, une information elle est importante quand elle existe, 2 jours après, elle n'a plus aucun intérêt parce qu'elle a été passée par autre chose. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de regard. Alors après, au niveau du doc et au niveau de la presse écrite, ouais, là il y a des choses intéressantes et je trouve que le regard sur l'armée est de plus en plus juste. Mais parce que aujourd'hui aussi, c'est plus des appelés, c'est des professionnels, donc vous n'avez plus cette frange de militaristes qui est contre l'armée. Donc automatiquement, les gens qui sortent de l'armée ont un regard plutôt positif. Donc les civils sortant de l'armée, c'est pas des appelés qui se sont révoltés. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais ouais, je trouve qu'il y a pas, le regard est pas méchant, mais il est pas critique. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a plus de service militaire obligatoire, hein, c'est pas exclu. Hein. Ouais. C'est exactement ça pour moi. En fait, c'est le même. C'est le même en fait. C'est juste qu'à un moment, en gros, ce qui se passe, c'est que ça avance, les véhicules s'arrêtent, les trappes du dessus du véhicule sont ouvertes, donc il y a les premières images parce que le mec voilà, et puis après, ils sont arrivés vraiment au contact, mais il y avait qu'une seule caméra. Là, il n'y avait qu'une seule caméra. Il y avait le caméraman, le chef d'équipe dans le véhicule, et le photographe était dans un autre groupe de combat pour le coup. Parce que là, c'était vraiment, on était complètement imbriqué avec les gars d'en face, hein. C'est du combat à 20 mètres, hein. Tu vois les yeux du mec d'en face. Mais donc on avait séparé, mais non, c'est qu'une seule caméra. Ça arrive que le chef d'équipe prenne une deuxième caméra. Je donne un exemple, sur certaines manips, moi je laisse partir le cadreur si je sens que ça va bien se passer, si c'est un mec qui a de l'expérience. Et parce que je sais qu'au niveau des communications radio, il va y avoir un truc important à raconter,
Je vais rester au niveau du PC parce qu'on va avoir toutes ces communications qui vont se passer. Donc là, on aura une séquence plus intéressante. Donc là, je filmerai aussi. Ça m'arrive de filmer aussi. Mais généralement, non, parce que le problème de ça, c'est que tu rentres dans ce danger de laisser partir ton mec et que bah là, tu peux pas l'encadrer, quoi. Donc généralement, c'est un caméraman et voilà. On fait aussi de l'interfrançais. Quand on est en France, on fait du tournage. J'ai j'ai pas mal bossé moi avec l'Elysée sur des gros multicams. Euh, on leur a fait enfin, du direct quoi. Et là, mes caméramans civils militaires sont mélangés et il n'y a pas de souci quoi. On travaille. Là actuellement, je travaille sur un documentaire pour l'armée de l'air, pour le musée de l'air et de l'espace. C'est un docu à partir de fiction. Je suis dans mon bureau et je fais un travail de réal classique. Mais c'est pas on a des réalisateurs civils à l'ECPA, donc c'est plus le métier. Là, moi, on m'occupe entre deux opérations. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, on a une grosse demande on travaille aussi avec les industriels de la défense. On peut fournir, enfin, on, on a du boulot tout le temps. On est tout le temps en train de bosser. Même aujourd'hui, on pige de plus en plus. Moi, je fais travailler des anciens de ma promo, mais que sur le territoire français. C'est ça. C'est-à-dire qu'en opération, c'est que des militaires sur le territoire Ouais. français. Mais le CPAD fonctionnait pareil. Il y avait des réalisateurs civils et des Ouais, caméramans ça, civils. depuis toujours. C'est pas récent, quoi. C'est depuis toujours ça. Le 14 juillet, c'est France 2 et TF1 qui gèrent la retransmission du défilé. Par contre, dans les véhicules, dans les hélicos et dans les avions, c'est que des militaires de l'ECPA qui ont les accréditations, les possibilités de. Vous avez toujours si vous faites attention, enfin, je suis pas sûr que vous regardiez, mais vous avez toujours un militaire qui est un caméraman en fait qui a intégré sur un des véhicules et qui défile, qui fait style, qui défile alors qu'il est en train de filmer en fait. Il y a une question, pardon. Fonctionnaire, vacataire, contractuel, on a des ouvriers d'État, on a tous les statuts possibles et imaginables, c'est un putain de bordel. Il y a des permanents? Ah bon? Ouais, il y a des Civils permanents? Je savais ouais, pas. on a des fonctionnaires là, on a des fonctionnaires, on a encore des ouvriers d'État, je pense qu'on doit être un des Ouais. derniers endroits. Nos, notre électromachino, c'est un vieil ouvrier d'État, voilà. Toute la partie soutien technique, par exemple, donc tout ce qui est car régie, parce qu'on a des car régie, tout ce qui est car régie, soutien technique, prestations événementielles, c'est à l'exception d'une seule personne des civils. Et là, vous avez des ouvriers et des contractuels. Voilà, c'est tout. Tu vas retrouver tous les contrats que tu retrouves dans la fonction publique. Mais bon, là, on a des stagiaires aussi. On a un stagiaire de 3IS actuellement, qui est en première année à la caméra. Enfin bon, voilà, on a de tout. Dans ce sens-là, j'en connais aucun. À l'inverse, beaucoup. En gros, notre recrutement actuellement, ça on va dire que c'est un tiers, ouais, on va dire une grosse moitié de soldats qui ont été repérés pour leurs compétences audiovisuelles, qui sont envoyés à l'école des métiers de l'image et qui après basculent dans l'image. Un quart de recrutement direct, en fait, où on va recruter en école de sous-officiers des gens qui sont déjà formés, mais ils vont avoir de nouveau une formation, c'est-à-dire qu'un BTS, et on leur donne. Et puis un dernier quart, mais qui est, là, on en trouve de moins en moins, d'engagés volontaires, c'est-à-dire que là, on va directement les chercher à la sortie des écoles. C'est nous qui allons les chercher. Dans le sens image combattant, j'en connais pas un. Et puis, je suis même pas sûr que ce soit possible parce qu'en fait, justement, dans la carrière pour la grosse majorité, dans la carrière d'un soldat, il y a des examens et des diplômes à passer. Et entre autres, pour un sous-officier, parce que nos cadreurs de l'armée de terre, c'est que des sous-off, on a ce qu'on appelle le brevet technique, qui à partir d'un certain moment, en deuxième partie, à 7, 8, 9 ans, s'il veut rester dans l'armée, il va être obligé de passer un brevet technique. Et entre autres, dans les brevets techniques proposés, il y a les métiers de l'image. Et donc là, en fait, c'est dans sa carrière, c'est une suite logique. Il y en a certains qui vont devenir chefs de groupe, enfin avoir des compétences un peu plus poussées dans le combat, d'autres qui vont changer complètement de voie. Et entre autres, l'image fait partie des brevets techniques que vont passer nos sous-off. Donc la question s'est jamais posée. Et puis
honnêtement, et ça pour le coup c'est une réalité, si quelqu'un veut faire du combat, il a plutôt intérêt à rester chez nous parce que en régiment, ils ont peu de chances de bouger, ils ne bougent pas souvent. Chez nous, il est sûr qu'il bougera, il est sûr qu'il ira à l'avant. C'est aussi pour ça que moi j'ai choisi ce métier-là. Parce que je savais qu'en choisissant l'image, un jour ou l'autre, je serais confronté au combat. Et je me gaffe depuis 5 ans. Non, Les civils ne nous suivent pas sur le terrain. Là, il est au fort, voilà, il est assistant cadre, il va faire des événementiels avec nous, il va faire des reportages peut-être sur Paris ou quoi que ce soit, mais non, 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 je te rassure, hein. Non, je préférais pas. En plus, là, il y a une grosse tignasse, ça rentre. Non, c'est pas possible. C'est un stagiaire dans une entreprise audiovisuelle. C'est le même stage que tu ferais à l'extérieur. La seule différence, c'est que tu vas travailler avec des militaires, mais nos stagiaires, enfin, c'est un statut de stagiaire, quoi. Alors, chez les chefs d'équipe, il y a une femme sur les 6. À la photo, sur les 8, il y en a une, et il y en a une deuxième qui arrive là à la rentrée. Et chez les caméras, il n'y en a qu'une, et c'est la première qui est arrivée. Non, en gros, ça fait, je dirais, 5%. 5 à 10%, mais comme en fait, c'est à peu près le pourcentage qu'il y a sur l'ensemble des armées. Mais il y a pas de sélection entre guillemets au début. Tu vois là, on a un mec qui part, il va être remplacé par une nana. C'est pas un quota quoi. Il y a pas une nana pour une nana, voilà. Et ça se passe. Si tu peux poser la question d'après, ça se passe très bien. Il n'y a pas de différence. Non, non mais non, non, si si, ça comme partout dans les armées, ça s'ouvre. Après, il y a plein de contraintes qui font que pour une femme, c'est plus ou moins compliqué quoi. Mais c'est des contraintes techniques plus qu'humaines en réalité. Euh, Technique, bah, quand tu es au milieu de 30 mecs et qu'il faut aller pisser, bah, un mec il peut faire ça au milieu de tout le monde quoi. Sur le terrain, il peut juste se poser, il peut le faire. Pour une nana, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut mettre en place, il faut juste mettre en place un système. Moi, j'ai eu une photographe en centrale, je l'accompagnais pisser avec mon flingue quoi. Et je lui tournais le dos pour qu'elle puisse pisser tranquillement. Mais c'est un exemple, mais c'est juste une contrainte technique qui va se régler au fur et à mesure. Et puis voilà, on a des nets qui sont plus sportifs que la plupart des mecs que je connais et qui envoient du pâté atomique, hein. Pas du tout. En fait, il y a les 3 armées qui sont en fait. Chaque armée a ses services audiovisuels. Et il y a la maison mère de l'audiovisuel militaire qui est le CPAD, qui est un service interarmes avec des civils et des militaires des 3 armées. Savoir que chaque armée, donc l'armée de terre, a son propre service qui dépend du commandement. Donc on dépend directement de l'état-major et directement de la communication du ministère. En fait, c'est pour ça, c'est vraiment la maison mère où il y a toutes les archives, on a toutes les salles de montage, on a nos salles de mixage, on a nos étalonneurs, voilà, toute la partie post-prod et toute la partie production pure. Donc en fait, chaque armée va fournir dans les chefs d'équipe. Je vous disais qu'on était 6, on est 2 marins, 2 terriens, 2 aviateurs. Et en fait, notre armée d'appartenance n'a rien à voir avec le métier qu'on fera. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est juste pour la représentation. Moi, je suis monté 2 fois sur un bateau. J'ai passé en tout combiné 3 semaines en mer. Et je disais plus de 2 ans et demi avec l'armée de terre sur le terrain, quoi. Donc, là-bas, il y avait une question. C'est un D4S normal. Enfin, renforcé, je sais pas. Non, c'est un D4S normal. c'est que la caméra, la petite que vous avez mis avec une visée nocturne, que vous avez un peu bricolée. Ah oui, Le celle-là, reste, on l'a complètement bricolé pour pouvoir avoir, mais non, sinon, le X3 qu'on a, bah, je sais pas si tu vois, elle est là, hein, c'est la même que toi, on a les mêmes problèmes que vous avec les pinces micro. Et le CPAD a acquis les EX3 à la même année que 3IS. les premières de 3IS, parce qu'il y en a eu d'autres d'ici là. Et par contre, l'autre fois, je profite de cette question parce qu'on en avait parlé, parce que c'est vrai que quand en film, ils sont sur le théâtre d'opération, et je vous le disais tout à l'heure, je crois que c'est toi qui avais posé la question, qu'effectivement, ils étaient devant et qu'ils ne voyaient pas l'équipe. Il vous a expliqué tout à l'heure qu'ils avaient des GoPro aussi. Et qu'on avait parlé l'autre fois, je crois, quand tu étais venu pour les anciens, et d'envisager de mettre des caméras à 360. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'ils font, ça peut être utile d'avoir toute la vision de tout l'endroit où ils sont.
Là, bah, je repars en mai. On va tester on va essayer de tester le 360 pour voir quelle utilisation on peut en avoir. Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, on est encore au moment où on teste, quoi. Il y avait une autre question. Chaque semaine, on suit pour la partie Île-de-France. Et c'est les SIRPA, donc les services audiovisuels des armées, de l'armée de terre, qui fait pour le reste de la France. On a une équipe en continu. Bah, moi, cette semaine, je suis d'alerte. On a une équipe d'alerte en continu sur Sentinelle. Donc Sentinelle, pour ceux, ça parle à tout le monde, hein, c'est Vigipirate renforcé, quoi. C'est les soldats dans les rues. En gros, c'est une alerte où au moindre truc qui se passerait, nous, le véhicule il est prêt, l'équipe elle est prête. Il y a le matériel qui est prêt dans le véhicule, gilet pare-balles, armement, tout est prêt dans le véhicule. Et à ce moment-là, on partirait sans réfléchir sur l'action, hein. On aurait un 13 novembre, un nouveau 13 novembre. On réfléchirait pas, on partirait sur l'action. Et en parallèle de ça, on donne un certain nombre de jours de tournage au commandement de Sentinelle pour qu'ils puissent faire leur propre communication. Donc c'est le gouverneur militaire de Paris qui est le chef de l'opération. Et donc chaque semaine, on va faire 2-3 reportages. Là, c'est la semaine dernière, j'ai bossé. Justement, il y a la journée de la femme le 8 mars. Le ministre de la Défense va se recevoir des femmes de l'opération Sentinelle et on est allé faire qu'on appelle ça, des portraits de ces femmes-là. Donc, voilà. Alors, des monteurs, oui. Des monteurs, on en a plein. On doit avoir entre 15 et 20 monteurs, militaires et civils. On en recrute. Il y a du recrutement en continu. Et les forces spéciales, oui et non. Sur Serval, les forces spéciales, c'est très très compliqué pour nous de les suivre. Sur Serval, on avait constamment un personnel qui les a suivis. Sauf que ce personnel-là en question, on avait réussi à le mettre dans les équipes parce qu'il était ancien des forces spéciales. Des formations, c'est compliqué pour nous. Et puis les modes d'action des forces spéciales font que c'est difficile. Le principe même de l'utilisation des forces spéciales, c'est d'envoyer des toutes petites équipes. C'est difficile pour nous de leur rajouter du monde, sachant ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de protection, donc eux, ils ne peuvent pas assurer la protection, sachant que en plus, les moyens de déploiement des forces spéciales, c'est par voie aérienne, par voie machin, donc ça, c'est des formations. Et en plus que l'utilisation, c'est du zéro absolu. Là, c'est la première fois qu'on montrait les images de forces spéciales en action, quoi. Et tu vois, c'est très limité. On l'a refait après. Un mec qui a réussi à suivre, un mec de chez nous qui a réussi à passer pas mal de temps avec eux. On en avait un avec eux en Centrafrique. Mais ça reste compliqué. Là, à Mossoul, on n'a personne avec eux. Et on sait que dans le mode d'action qu'ils ont, on ne pourra pas mettre quelqu'un avec eux. Parce que c'est difficile. On aimerait bien, hein, nous, on est tous fans, hein, on se porte tous volontaires pour les suivre. Hein, parce que pour le coup, c'est de l'action pure et c'est avec des vrais professionnels. Mais ça peut intéresser en termes de communication, peut-être beaucoup plus en termes d'archives. En termes d'image preuve, c'est du zéro. Donc le rapport entre le coût humain, le coût de formation et le résultat est trop peu important. Quand on peut le faire, on le fait, mais c'est rare. Ouais. Si, on le fait, T'y as mais pas pensé? je pense que ouais, on le fait, mais en fait, une GoPro, elle est limitée toute seule, hein. Si tu le mets sur un casque, tu as du Counter-Strike, quoi, tu vois rien. Non, mais vous avez tous essayé. Alors, avoir un plan, un plan véhicule, mais tu peux rien en faire. À un moment, on le fait pour faire de l'image preuve. On leur met là comme les féliculons, c'est de l'image preuve, mais ça s'arrête là, quoi. On a aucune. C'est difficile d'utiliser 4 mois d'opération avec que de la GoPro, hein. Un film en GoPro, ça a déjà été fait. Franchement, à la fin, moi, j'avais mal au cœur, hein. Zéro écriture. C'est le montage quand on fait des films. Après, on peut avoir des idées sur place. Il va y avoir telle action. On se dit qu'on va pouvoir. Il y a un truc à faire, mais comme un reporter va sentir qu'il y a un sujet à prendre. Après, nous, on est vraiment. On suit l'action. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à un endroit, on y va. Il se passe rien le lendemain. Ah bah tiens, on va faire des images du service des essences qui est à côté parce que pour la banque image, ça peut être intéressant. Le lendemain, on est attaqué. Bah, on part avec la QRF parce que l'action. Il y a pas de. On prépare l'imprévu. On prépare entre guillemets l'imprévu, mais c'est sur le plan on va dire militaire,
qu'on va le préparer. Et après, l'image, on suit, quoi. Il y a une phrase qui dit chez nous, c'est le terrain qui commande. Voilà, on ne peut pas anticiper quand on part 4 mois, on ne sait pas ce qui va se passer le jour d'après, quoi. Ça n'empêche pas de commencer à réfléchir à des spécificités. Ah, tiens, telle unité, elle va faire ça. En plus, elle a ça. Je vais faire une interview pour pouvoir me permettre, si je veux au retour, d'aller retourner dans cette unité. Ça, on le fait. Mais en termes d'écriture, on improvise, quoi. C'est l'impro totale. C'est le plus proche du reportage, et je parle pas du reportage d'actualité, hein, du reportage et du documentaire, et encore ça dépend des formes de reportage et de documentaire. Tu peux le préparer, mais il se passe toujours des choses, donc il y a une construction qui se fait au fur et à mesure. En ce sens-là, c'est intéressant, je trouve. Le temps passe, hein, donc il faudrait juste poser des questions, parce que moi j'en avais encore 2-3 à lui poser quand même, mon petit camarade Nicolas. Entre 0 et 24. Il y a des jours où il se passe rien à la guerre, la plupart du temps il se passe rien. Et on attend beaucoup. Enfin, là, le film, on se rend pas compte, hein, mais on attend énormément. C'est-à-dire que il y a des jours où on tourne rien, et puis il y a des jours où on va tourner pratiquement en continu. Alors après, c'est aussi l'intérêt du S-by-S, quoi, c'est que c'est un format qui permet, on peut se balader avec beaucoup de cartes, et puis on a des disques durs on peut directement mettre dedans, décharger la carte sur ouais, voilà, c'est donc on n'est pas, contrairement à nos anciens qui travaillaient sur sur de la péloche, ils savaient qu'ils avaient 3 minutes par jour. Nous là-dessus, on est quand même, on peut tourner énormément. Gao, non, le Python là, c'est 11 heures d'accrochage. On a 7 et 8 heures de rush sur ce jour-là. Et encore, il s'est arrêté de filmer parce que il était binômé, donc le mec qui a fait les images, il était binômé avec le soldat qui a été tué. Donc, comme c'était le moins utile de l'unité à ce moment-là, c'est lui qui a gardé le corps. On a arrêté le tournage à ce moment-là. Non, tout est possible. On a des caméramans qu'on recrute dans le civil après BTS, après école de cinéma. On a des caméramans qui sont recrutés dans les unités. euh, Directement dans les unités, on va les former à ce moment-là, et puis d'autres qui vont être recrutés dans le civil et formés à l'intérieur. En fait, tu as tous les profils, tous les parcours différents. Tu as des gens qui arrivent après 15 ans d'unité de combat, et tu en as d'autres qui arrivent là, la prochaine photographe, elle a fait un BTS, elle va être recrutée en tant qu'engagée volontaire, donc tout en bas. Elle a fait un stage chez nous, elle a un profil qui est intéressé, donc on a dit, bah écoute, tu fais ton recrutement, nous on dit que c'est toi qu'on veut, parce qu'en tous les cas, voilà, tu vas faire des tests de recrutement comme n'importe quel militaire. Tu vas partir faire tes classes. Et puis après, elle reviendra. Donc elle arrivera en septembre, là, à la sortie de son BTS, quoi. Tous les recrutements sont possibles. En fait, le truc, c'est qu'on n'est pas nombreux. C'est ça la vraie notion. Donc pratiquement chaque profil est différent. Sur les 6 chefs d'équipe, on a tous eu un type de recrutement différent. On a un vieux sous-off qui a été combattant, puis caméraman et qui a passé des concours pour être major, c'est un grade, le grade supérieur des sous-officiers. Il est chef d'équipe image. Bon, lui, ça fait 30 ans qu'il est dans l'armée, quoi. Il a encore la caisse. On a une nana qui vient de la communication, qui a été journaliste pour l'armée dans un service de journalisme pur de l'armée. Et qui est arrivé chez nous, qui s'est formé après en interne tout ce qui est audiovisuel et combat. Moi, j'ai été recruté pour la partie audiovisuelle pure. Voilà, tous les profils sont différents. C'est ce qu'il avait expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que parce que je pense que vous commencez à le retenir, les caméramans sont sous-officiers et les chefs d'équipe sont officiers. Donc la question que se posait Nicolas au départ, c'était que lui, son vrai choix était plutôt de devenir caméraman. Et quand on en avait discuté, c'était plutôt de l'idée de devenir officier parce qu'il aurait plus de liberté. C'était son cas de figure. Mais il a fallu qu'il fasse un sacrifice quant à la partie caméra. Voilà, après, je le regrette pas, mais c'est vrai que je cadre plus, quoi. Mais par contre, je peux vous assurer que ça, c'est la filière que j'ai fait à 3IS. Je pense que c'était la filière la plus adaptée au métier que je fais aujourd'hui. Parce que quand on est au cadre, il faut qu'on sache monter, il faut qu'on sache gérer du son, parce que dans une carrière, ça nous arrive toujours à un moment de devoir faire un de ces 3 trucs-là. Donc non, c'est un choix que je regrette pas du tout, du tout, du tout. Si mon caméraman est touché, moi, la première chose que je vais faire, c'est de l'évacuer et de m'occuper de lui. Voilà.
Ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai quitté l'équipe une fois. J'ai été évacué à un moment. L'équipe a pu continuer à tourner parce qu'il y a quelqu'un qui a été mis pour les protéger, un soldat qui a été sorti pour leur faire protection. Mais dans le cadre où un de mes mecs serait touché, je désengagerai tout de suite l'équipe. L'équipe complète serait désengagée. Et je suis même prêt à parier que si l'équipe, enfin le personnel devait être évacué vers la France, toute l'équipe serait évacuée vers la France. Ces équipes, le noyau c'est trop petit, enfin, ça veut dire qu'à un moment dans l'équipe il va y avoir un souci, on va protéger même au niveau psychologique. Et puis si jamais, enfin, moi je suis responsable de la vie de ces mecs-là, c'est hors de question que je laisse partir sur une civière sans être avec nous l'hélico. Et ça, je pense que pour tous les chefs d'équipe, c'est la même chose. On aurait le droit de faire ça. Ah oui, oui, au contraire, si je le faisais pas, on me poserait des questions. Parce qu'à un moment, le type, il faut imaginer qu'il va être évacué, mais il faut il faut quelqu'un qui s'occupe de toute la partie autour, de la partie. Voilà. Donc non, non, je pense même que je pourrais avoir des emmerdes si je le faisais pas. Et alors à ce moment-là, si je fais ça, bah, ça veut dire que je rapatrie aussi l'autre personnel de l'équipe, parce que je le laisse pas tout seul. Donc il y a une question juste là-bas d'abord. Ah, on bâche la mission là. Tu peux être sûr qu'on bâche la mission. Ne serait-ce qu'au au niveau psy. Là, à ce moment-là, on se fait récupérer dans la foulée. Là, je touche du bois, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'on a autant besoin de photos que d'images animées. Qu'en termes de communication, la photo, on l'utilise beaucoup plus. Qu'en termes d'histoire, tu te rappelles de photos, tu te rappelles peu d'images. Qu'en termes d'images preuves, la photo, c'est plus facile à gérer quand on a besoin de compte rendu ou quoi que ce soit. Et qu'une équipe, on va pas faire des binômes. Il vaut mieux qu'il y ait un chef d'équipe peut gérer 2 personnels. Et que ça sert à rien de... Voilà. Et traditionnellement, les équipes étaient à 2. En Indochine, c'est des binômes de 2 photographes caméramans, puisque on a toujours utilisé les 2 images à des fins différentes, mais l'image animée ou l'image fixe, dans tous les cas, on a toujours eu une utilisation complète. Schoendorfer était par exemple binômé avec un mec qui s'appelait Perrault. Si vous avez fait un peu d'histoire, il y a des photos que vous connaissez de lui. Alors lui est mort en Indochine justement. Mais on a toujours fonctionné en binôme. La nouveauté, c'est plutôt le chef d'équipe. Moi, j'aurais voulu, parce qu'on va arriver quand même un petit peu à la fin. Tu as expliqué tout à l'heure que tu avais fait 4 ans à 3IS. C'est ça, tu as fait la prépa, si je ne me trompe pas. Moi, il y a 2 questions là-dedans. La première, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire une école d'audiovisuel? Et est-ce que tu avais déjà dans la tête, parce que tu l'as moitié dit tout à l'heure, mais dans la tête de partir à l'armée? Et la deuxième question, qui va être liée à ça, c'est qu'est-ce que tu retiendrais de ton passage ici, les 4 ans ici? Alors, pourquoi l'école audiovisuelle? Je voulais une vraie formation, je voulais une formation technique et une formation complète au niveau de la technique. 3IS, j'avais des copains qui l'avaient fait, donc j'avais une certaine idée. Alors attention, même si c'était pas le même 3IS qu'aujourd'hui, on a sorti l'évolution, il y a quand même eu une évolution, même si aujourd'hui, j'en suis très très content. Il y avait la prépa déjà, qui avait partie des arguments par rapport à d'autres écoles. Moi, j'avais envie d'acquérir un bagage de culture G. C'est une année que j'ai faite vraiment pour m'éclater, hein, pour être complètement honnête. C'est la première fois où où je me suis fait plaisir à apprendre. Pourquoi 3IS? Parce que je savais que c'était le choix de rentrer dans l'armée, dans tous les cas, était... Quand il y a 6 personnes qui font ce métier-là, tout le monde me disait que ce serait impossible. Les mecs de l'ECPA me disaient, mais tu auras beau faire une école, tu rentreras pas, c'est trop anecdotique. Donc je voulais avoir un bagage qui me permettrait quand même d'avoir un métier en sortant. Et ça, 3IS vous le donne. Qu'est-ce que je retiendrai de mon passage en 3IS? Plein de choses. Déjà que... on vous le rabâche, je sais qu'on vous le rabâche ici souvent. Attention, ici c'est cool, c'est facile. La rigueur que vous aurez aujourd'hui, c'est la rigueur que vous apprendrez demain. Et moi, cette rigueur-là, je l'ai appris entre autres avec François. On avait quand même la chance par rapport... je suis dans la comparaison, mais mon épouse était dans une autre filière. On avait la chance d'avoir une formation rigoureuse où nous apprenait des choses. Nous apprenait un savoir-être, un savoir-faire. Et ce savoir-faire, que ce soit dans le civil ou aujourd'hui dans l'armée, je me repose toujours dessus, réellement. Ça peut paraître couillon, mais on m'a jamais fait de cadeau quand j'étais à l'école, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait pour l'après, en fait. Je pense que ce que je retiendrai, c'est que j'ai appris un métier. Moi, je venais pas d'un milieu de l'audiovisuel. Je venais pas du tout. J'avais mon binôme de l'école qui s'appelle Arnaud.
Lui, il s'était mis à faire de l'image, il avait 12 ans, il a fait des films à 16 ans. Son petit frangin a fait l'école aussi. C'était un milieu où, de toute façon, il transpirait l'audiovisuel. Moi, je venais d'un milieu de militaire, milieu de cinéphile, certes, mais où l'audiovisuel, on n'y connaissait rien. Et 3IS m'a apporté ça, c'est qu'aujourd'hui, en sortant, je me sens. J'ai découvert une passion et j'ai découvert un métier. Techniquement, mais pas que techniquement. Il y a je parle de rigueur tout le temps, mais ce qui fera la différence entre vous et les autres en sortie d'école, c'est cette rigueur-là. C'est un, la rigueur, et deux, la niaque, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout le monde m'a dit que j'y arriverais pas. Je suis sorti de 3IS, j'ai fait mon stage, on m'a dit il n'y a pas de place. J'ai repassé les diplômes, on m'a dit il n'y a pas de place, et j'y suis retourné. On m'a fermé la porte de devant, je suis essayé de passer par derrière, et finalement, je suis passé par la fenêtre des chiottes, quoi. Mais, euh, mais je pense que c'est pareil dans l'audiovisuel. Je sais pas les pourcentages aujourd'hui de sortie de 3IS, c'est quoi? 50% qui bosse? Ah, les pourcentages RNCP, on est à l'échelle de 3 ans et on est à l'échelle de 3 ans en fonction des spécialisations. Je crois que ça doit être, parce que je me souviens des JPO, on doit être à peu près entre 75% et 90%, et c'est sur l'échelle de 3 ans, c'est sur les titres RNCP. D'accord. Après, la problématique de nos métiers, et c'est un peu ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport à l'armée, c'est que je pense qu'à l'époque actuelle, c'est relativement facile de rentrer et de commencer à travailler dans les trois années qui suivent. La vraie problématique pour moi, c'est ceux qui vont y être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Voilà. Elle est là, la vraie question. Et c'est vrai que dans les qualités dont on a besoin, c'est vrai que c'est des gros mots, mais c'est la rigueur, c'est la manière dont on se comporte. Et moi, je fais des liens entre son métier dans l'armée, où effectivement, là, il y a de la vie mise en jeu. Dans nos métiers, il n'y a pas de vie mise en jeu. On est sur des rapports. Ce qu'il expliquait par rapport à l'école, c'est qu'effectivement, il a rencontré des personnes, il s'est confronté à des personnes différentes de lui. C'était ce qui se passait à l'armée. Moi, quand j'ai fait mon service, j'ai retrouvé des gens que j'aurais jamais croisés de ma vie. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que quelqu'un qui a rien dans la tête, je sais ce que c'est que le simplet du village, et je sais ce que c'est aussi quelqu'un qui a fait des études. Et ça, c'est vrai qu'on était confronté à ça. Et dans nos métiers, c'est ce qu'on retrouve en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Et l'essentiel, c'est pas tellement la technicité que vous allez avoir, c'est en fait le comportement que vous allez avoir. Parce que quand vous allez débuter, on ne vous demande pas de tout connaître. Et puis de toute façon, on ne sait jamais tout. Donc de toute façon, on vous demande d'être apte à vous adapter. Et c'est vrai que là, on vous le rabâche. C'est vrai qu'on en profite à chaque fois qu'il y a une personne qui est passée par là, parce qu'on va parler de tes doutes après, les doutes quand tu es sorti de l'école. On passe tous par le même trajet. Tous, tous, tous. Et que, en fait, ce qui va faire la différence entre les uns et les autres et ce qui va faire que vous allez durer ou pas, à mon époque, on mettait du temps à rentrer dans une équipe, mais quand on était accepté, on était réellement accepté. Vous mettez plus de temps, enfin, vous mettez moins de temps, pardon, à rentrer dans une équipe, mais je suis pas sûr que vous y restiez très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut retenir. Ça, moi, même dans les éléments d'aujourd'hui, il y a le lien avec l'agnac, ce qu'il a expliqué. Ça marche pas, les gars, je sais que c'est dur, je sais qu'il y en a 6. Je sais qu'il y a 6 places et que j'ai pratiquement aucune chance parce que je sors pas d'un truc de l'ENA ou de grandes écoles ou l'école d'officier et c'est compliqué. Bah, lui, il a jamais lâché. Il a eu des périodes de doute, mais il a jamais lâché. En fait, en sortie d'école, à un moment, je me suis retrouvé à me dire est-ce que je laisse tomber l'audiovisuel et je rentre dans l'armée juste pour rentrer dans l'armée. Donc passage sous-officier, donc je laisse tomber le voilà. Je me suis pris quelques claquasses dans la gueule, vraiment claquasses. Et en fait, ce qui a fait la différence, mais ça a été assez rapide. Hein. C'était de me dire bon, ok, Nico, tu n'y arrives pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures toute ta vie sur ce choix-là de l'armée, ou tu fais autre chose. Et j'ai monté une boîte de production avec un ancien de l'école pour avoir un projet en fait, juste pour avancer, pour m'accrocher à ce projet-là. Donc on a lancé le truc existe toujours. Hein. Et en fait, c'est pendant que j'étais que j'avais cette boîte qu'on gérait, qui essayait de s'en sortir, que je me suis dit que c'était trop con et qu'en fait j'étais en train de passer à côté de ce qui allait me faire le sens de ma vie, quoi. Et c'est pour ça que je me suis inscrit sur un diplôme par correspondance. C'est pour ça que j'ai voulu passer et c'est le moment où j'ai dit bon bah je fonce et quoi qu'il arrive là cette fois-ci on m'arrêtera pas. Et on m'a pas arrêté au final. Mais il y a eu des passages où je me suis très rapidement dit attends Nico, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est l'audiovisuel? Est-ce que tu veux seulement de l'audiovisuel? Pardon. C'est un mélange du tout. En fait, et au final, c'est le mélange du tout. Je n'aurais pas pu j'aurais pas été aussi heureux en tant que militaire, et je n'étais pas aussi heureux dans l'audiovisuel classique, et je n'aurais jamais été aussi heureux que dans ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que
Je pense que j'ai eu la chance de bien sentir rapidement ce qui me correspondait. Ça, c'est réellement une chance. Je suis pas sûr que ce soit donné à tout le monde. Mais au final, j'avais raison et ça se passe bien. Ça- je quitterai bientôt le terrain parce qu'à un moment, faut aussi calmer le jeu. Je commence à fatiguer physiquement et moralement. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce que je m'éclate, quoi. Je prends un pied d'enfer. Là, je sais que je repars en mai. J'ai les mains qui tremblent parce que c'est dans trop longtemps, quoi. J'ai envie d'y être. En même temps, c'est partagé parce qu'il y a la vie professionnelle et la vie personnelle. Et on a une famille, on sait que du coup, comparé à nos métiers, bah, lui, il va partir, il est super excité de partir en mission. Mais je pense que quand on a une famille, il y a une partie de sa tête qui est quand même se dire je vais revenir dans Alors, la mission ou pas. là, c'est Un ce qui partage. change. C'est ce qui change dans le sens où j'accepte aujourd'hui de me dire que je ferai pas ça toute ma vie. Alors que c'était pas, enfin, que je ferai pas du terrain tout le temps. Alors que c'était la seule chose qui m'a intéressé dans ce métier-là. Aujourd'hui, je vais être muté d'ici 1 à 2 ans sur des postes toujours dans l'audiovisuel ou du moins dans l'encadrement de cellules audiovisuelles ou de personnel audiovisuel des armées. Je l'accepte mieux, je l'accepte même complètement parce que comme j'ai une famille à la maison, c'est quelque chose qui a évolué. Mais voilà, entre le moment où je suis rentré à 3IS et aujourd'hui, il y a déjà eu 4-5 évolutions, quoi. Mais ça, c'est vous allez tous être confrontés à ça. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez sortir avec vos rêves plein la tête en train de dire c'est ça que je veux faire, puis en fait vous n'allez pas y arriver, et puis on va vous proposer un premier boulot et vous allez vous dire putain c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, oh putain, c'est vraiment bien. Voilà, c'est une évolution logique que je pense toute personne dans une carrière, et particulièrement dans les métiers de l'audiovisuel, est confrontée. Enfin, pour information, qui veut devenir chef opérateur là dans le lot, honnêtement. Soit il y a des Je le menteurs, crois soit c'est pas. très étonnant. Ouais, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ou alors ils ont eu Tariel et ça les a calmés. Je sais Je suis pas. très- Oh, bah, il y a eu 2 mains qui se sont levées, hein. Non mais voilà, et c'est ça qui est important. Puis vous avez vu par rapport à une question qui était posée tout à l'heure, je sais plus si c'était par là ou par là, il est militaire, donc c'est vrai que les militaires, bah, on a l'impression que c'est un peu des fonctionnaires. Vous avez vu ce qu'il a dit sur ses contrats? Vous avez vu qu'en fait il raisonne sa vie, alors qu'en fait on rentrait dans l'armée, on dit ah bon je quitterai l'armée, j'aurai ma retraite et machin. Il fonctionne pas du tout comme ça. Et ça c'est vraiment son caractère. Vous avez vu, il est sur l'idée de 2021. Vous n'avez pas complètement posé la question comme ça, mais vous lui demandez ce qu'il fera après 2021. Moi, j'ai une idée, hein, je sais ce qu'il va faire après 2021, mais il s'en fout. Voilà. Et vous avez vu parce que là, il y en a quelques-uns qui sont en troisième année et qui vont commencer à sortir, vous allez vous projeter trop loin. Vous avez vu, il ne se projette pas très loin. Il s'est projeté dans l'idée de ce qu'il allait faire à la sortie de l'école, il s'est projeté dans l'idée de son premier contrat, il se projette dans l'idée de son deuxième contrat, et il a bataillé pour, parce que c'était pas gagné, même s'ils sont que 6. Et il ne se projette pas beaucoup plus loin. En fait, il sait pertinemment ce qu'il va devenir et ce qu'il va faire, parce que c'est typiquement le style d'individu où j'ai zéro inquiétude. Nicolas, quel que soit ce qu'il va faire, il fera toujours quelque chose qui va lui plaire, et il trouvera toujours le moyen d'arriver à obtenir ce qu'il veut faire. Moi, après, j'ai une vague idée, on a déjà parlé de ce qu'il allait devenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ça reste entre nous. Je suis presque. Oui, merci. Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup, parce que je Merci sais à que c'est vous, toujours en un tout cas. plaisir. De t'avoir, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis merci aussi à Jérémy qui est à la réalisation, même si c'était la réalisation à peu près. Et merci au cadreur, même si c'était du cadre à peu près. Et merci à la lumière, même si c'était de la lumière à peu près, parce que c'est toujours comme ça, on fait jamais complètement comme on a envie. Mais tout ce petit monde-là a fait du mieux possible et c'est tout ce qui compte.